avec leurs valeurs authentiques, autochtones. Justement, c'est le côté valeur intrinsèque qui a été écorné, surtout un événement porté par une femme et une mère. Que le Camerounais apprenne à se connaître lui-même, comme disait le philosophe. Moi, j'attends un partenariat entre le ministère de la Culture et les deux ministères qui gèrent l'éducation au Cameroun pour introduire la culture, réintroduire la culture dans les établissements scolaires. À part écran noir, qui vient souvent et des réflexions. Qu'est-ce qui est fait logiquement? Je n'ai pas suivi. Mais à quoi leur sert le budget? Les budgets, c'est fait pour cela. Tout se passe argument contre argument. Congrès info culturel. La nouvelle formule du débat culturel radiophonique. Tous les samedis, 13h, 15h, sur Royal FM 88.4. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Au menu de cette édition, l'univers cinématographique au Cameroun, nous ferons l'évaluation de la qualité des productions. L'environnement et surtout les acteurs du 7e art vont s'exprimer. Et ce, malgré le faible financement, il faut dire que c'est un art qui existe au Cameroun. Eh bien, nos experts viendront nous permettre de comprendre ce qui ne va réellement pas dans l'univers cinématographique au Cameroun. En seconde partie, la problématique du statut de l'artiste est posée au moment où se déroule la 4e édition de la RECAN 2019, au point où on est en droit de se demander à qui il convient réellement de donner l'attribution ou le nom d'artiste, et surtout quelle devrait être leur position sociale et leur considération. Cette émission est réalisée avec les contributions à la mise en onde de Salomon et Sanna, cadrage vidéo Steve de Souza, régie d'antenne Yannick Ngelewi, coordination centrale Roger Kiek de Kiki, supervision générale Emmanuel Noël Bissaï, Jean-Jacques Foucault à la présentation. Otimbi na Timbelio. Yuma no kakat. Ina zoba no kakat. Yuma no kakat. Jizo. Otele mino na kwen. Osali no lokote. Otoki no kutute. Na pete kaka bongo yo beba pesa ya. La reine Lyon BM. Otele mino na kwen, osali no lokote, otoki no kutute, na pete kaka bongo yo pe ba pesa ya. Yo pe ba pesa ya. Les pacificateurs jusqu'au bout, Vital Kameni. Yuma no gagat, zoba no gagat. Yuma no gagat, zoba no gagat. Toza komela toyena programme liliete yo pe ba pesa ya. Yo pe ba pesa ya. Kilo bunda toto kibwe ba para ba yebi yo kutute ba mona yo na nute okuti chéri na rond-point et comme ya ko réclamer yo pe ba pesa ya. La haute dame élégance. Yo pe ba pesa ya. Salomon Ben Salomon. Yuma no gagat. Zoba no gagat. Yuma no gagat. Hey, zoba no gagat. James Moboano, l'homme idéal. L'architecte intelligent Jonathan Mutambala. Gauthier mascotte. Obani boulot na 10. Olembi non na 12. Tala baninga ba continuer. Nasima tangwa sale. Yo pe ba futa ya. Boyo nani. Yo pe ba futa ya. Eric Mandala, the one and only. La force fédératrice de la jeunesse, Patrick Katembo. Papa Benjamin Wenga, Patty Benz. Aïe.
boss Abeda Chou Roda Kuba Ele Musanganya Les moineaux Tendai Komeka Kutute Afro Congo Eric Musanganya Les garçons RB Directeur Yves Mouyumba Bernard Bahati Placide Kamanzi Aimé Mutombo Force de Fukushima hey. Le président Théo Binamungu VIP Sans Patrick Colombe Congrès Info Culturel, le reportage. Le cinéma camerounais est en évolution permanente ces dernières années. La qualité des productions s'est accrue, autant que la quantité des films sortis des officines du 237. Pourtant, le chemin est encore long, celui qui mène à l'industrialisation du cinéma camerounais. Elle semble être l'objectif ultime des professionnels que vous avez rencontrés. Michel Mbaga. Lorsqu'il s'agit d'évaluer la qualité des productions cinématographiques du Cameroun, aucun professionnel ne prend le risque de dire qu'elles sont mauvaises. Franck-Olivier Nguema est réalisateur. Les qualités de production sont bonnes, ça c'est clair. Mais maintenant, il s'agit bien sûr principalement des professionnels. Donc, pour améliorer ce secteur-là et puis aménager toutes les fondations qui puissent permettre à ce que l'industrie puisse naître, il faut que l'État puisse créer beaucoup d'allègements au niveau des douanes. L'État, il faut que les révolutions qui ont été prises en 2016 à Bouillard pour le cinéma puissent être appliquées. Chez les cinéastes camerounais, on se bombe même le torse d'être de plus en plus visible sur les chaînes étrangères. Et c'est aussi là qu'on commence à jeter la pierre sur les chaînes de télévision locales. Franck-Olivier Nguema à nouveau. À savoir pourquoi est-ce que les télévisions locales n'achètent pas les produits camerounais. Est-ce que c'est une question de qualité? Est-ce que c'est une question de prix? Il y a toutes ces réflexions-là que nous posons en ce moment et j'espère que dans les jours qui viennent comme cette télévision, on pourra avoir les réunions avec certains directeurs de télévision pour comprendre les raisons de ces choses-là. La suite de l'évaluation révèle aussi qu'une fois le constat de la qualité faite, les professionnels cessent d'être unanimes. Martial Ebenezer Ngueya est critique d'art cinématographique et contrairement au réalisateur Franck-Olivier Nguema, il tend à dédouaner les chaînes de télévision camerounaises. Il ne faut pas faire de confusion. La télévision, c'est la télévision. Le cinéma, c'est le cinéma. Le cinéma, c'est les salles de cinéma. Le cinéma, c'est la production de haut niveau à haut budget. Le concours de la télévision n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant aujourd'hui, c'est d'arriver pour une industrialisation à susciter les circuits de diffusion des films. Il faudrait que les films soient, qu'il y ait des salles de cinéma, que les gens prennent à nouveau la culture d'aller en salle. Pour ce critique, il faut plutôt susciter un retour du cinéma en salle, insister sur la mise à contribution des opérateurs économiques et des milieux d'affaires en vue de créer une véritable chaîne de diffusion. La télévision n'étant que la télévision n'intervenant qu'en fin des circuits d'exploitation d'une œuvre, elle aurait alors un volet plus marketing que stratégique. Une sociologie de la consommation du film et par conséquent va entraîner la production des œuvres, lesquelles seront attendues en salle et lesquelles pourraient donc susciter une dernière structure qu'on appelle la société de distribution. Une société de distribution qui tend à s'implémenter dans un Cameroun qui a presque fermé toutes ses salles de cinéma. Martial Ebenezer Ngueya n'en désespère pas moins. Pour la suite, il faudra donc que les professionnels du 7e art camerounais s'accordent sur la démarche à suivre pour atteindre enfin cette industrialisation qu'ils appellent de tout leur vœu. Merci à Michel Mbaga pour cet état des lieux. Alors finalement, est-ce que vous regardez vous-même le cinéma à la maison? Cinéma camerounais, est-ce qu'il vous arrive de regarder chaque soir, parfois, les films Made in Cameroun?
Personnellement, il y a des productions qui me rebutent. Et elles sont donc de nature à ne pas me garder longtemps devant le petit écran. A contrario, justement, il y a des productions qui sont d'un certain niveau, qui sont de haute facture et généralement elles sont distribuées sur les chaînes de télévision étrangères, sur les chaînes de télévision internationales. Et là, on prend énormément de plaisir à les déguster. Oui, il y a quelques productions. Merci Michel Baga et certainement à la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Alors, place à nos invités en ce moment. Don Compadre seul en studio. Bon après-midi, Don Compadre. Bon après-midi à toutes les dames, à toutes les filles, à tous les grands-mères qui nous entendent, qui nous écoutent, qui nous regardent et qui nous aiment en ce moment sur RFM 88.4. Artiste multidimensionnel, homme de lettres, docteur en la matière. Est-ce qu'il y a une casquette qui manque à l'appel? En fait, je ne suis pas très friand de toutes les étiquettes qui donnent une certaine personnalité à l'intervenant. Parfois que vous êtes en radio ou en télé, au-delà de ce qu'il est de façon intrinsèque, cela doit se savoir à travers son propos, à travers sa façon d'être, à travers son discours. Donc bon, en fait... appelez comme vous voulez, moi je suis Don. Alors est-ce que Don Compadre, lui, il consomme le cinéma camerounais? Est-ce qu'il vous arrive régulièrement de regarder des films en soirée? Est-ce que cela est une habitude pour vous? De temps en temps, à un moment donné de ma vie, j'y étais très accro parce qu'en fait, on nous reproduisait à travers le petit écran notre quotidien. Bon, vous savez, nous sommes de la génération des Solas, de l'orphelin et autres. C'est quand même la belle époque qu'on ne voit plus aujourd'hui. La belle époque. Il n'y a plus de films ou de séries qui agrippent peut-être la dernière génération. C'était l'Entafil, je crois bien. Oui. Le Revenant encore. Oui. En fait, quand c'est bien fait, ça accroche tout naturellement. On n'a pas besoin qu'on sonne des cloches. Et bon, maintenant, quand ça tarde à prendre le public, on ne peut pas aussi faire des efforts autres que les nôtres, n'est-ce pas, pour être accro. Donc, vivement que les choses qui doivent être faites dans cet art cinématographique-là, et autour d'elle, même autour de lui, cet art-là, n'est-ce pas, soient faites effectivement. C'est-à-dire que les politiques s'investissent au niveau de ce qu'ils ont à faire, n'est-ce pas, que les acteurs eux-mêmes demandent et se regroupent, que maintenant les technocrates, les techniciens, les esthètes même, n'est-ce pas, du cinéma, les critiques s'y mêlent, et que finalement, en fin de compte, toute une société publique juge maintenant, cette fois-ci, que ce soit le public profane ou le public ordinaire, n'est-ce pas, vraiment que tout le monde s'y mette. Donc le public professionnel sera là pour critiquer effectivement, pour qu'il y ait une plus-value, une valeur ajoutée, n'est-ce pas, à ce qui existe déjà. Et naturellement, le public, monsieur, madame, tout le monde, le premier public l'aura orienté à consommer, à dire voilà ce qui est bien, voici ce qui n'est pas bien. Et l'autre public sera là. Au-delà de l'effet cathartique tout naturel qui existe, chacun a ses émotions, a ses effusions. Donc, mais il faudrait quand même que tout cet ensemble-là, avec tous les éléments, je n'ai pas été exhaustif, n'est-ce pas, que vient d'énumérer là. En tout cas, on va tabler suffisamment sur la question. On a plusieurs minutes. Martial Nguéa, bon après-midi. Bon après-midi Jean-Jacques, bon après-midi à tous. Vous êtes critique d'art, il faut le dire, chroniqueur. Vous êtes un homme que la culture n'ignore pas. Oui, c'est parce que la culture n'ignore pas. De toute façon, je chronique sur les faits culturels davantage. Et disons qu'il y a un certain nombre de choses concernant les arts et la culture qui ne sont pas du tout... qui ne sont pas étrangères, ces choses-là. Alors aujourd'hui, on parle principalement du cinéma camerounais. Je vais vous reposer la même question qu'à Don Compadre. Vous prenez du plaisir à regarder ce qu'on conçoit au Cameroun en termes de cinéma, en termes de séries, sitcoms et tout ce qu'on voit dans l'univers? Oui, mais on est issu d'un environnement et ce que les créateurs de cet environnement expriment nous intéresse au premier chef, c'est comment est-ce qu'ils présentent la société sous leur regard et de quelle manière aussi on peut être sensible à décrypter cela pour comprendre la dynamique de la société, pour comprendre comment ça fonctionne. Maintenant, il y a plusieurs questions qui restent en suspens. Ouais. C'est pas forcément
dans le sens professionnel, c'est pas non plus dans le sens même de savoir que ces questions restent en suspens, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de confusion dans notre environnement. Et au niveau d'abord de l'appellation, à divers niveaux, il y a beaucoup de confusion, mais cela émane de ce que une certaine structuration qui avait été au départ et puis l'avancée de la technologie ont fait en sorte que beaucoup de choses, beaucoup de faits, beaucoup de choses s'entremêlent et finalement entre la raison technique, la raison politique et la raison et la vision artistique, on dit beaucoup de choses, on y confond aussi beaucoup. D'accord. Alors juste à côté de moi, c'est Gérard Nguélé, il est réalisateur. Bonsoir, bon après-midi, cher monsieur. Bon après-midi à vous, bon après-midi à nos auditeurs. C'est un plaisir de vous recevoir, vous êtes un technicien en la matière. Et donc, surtout qu'aujourd'hui, au niveau du RECAN, on parle de la journée de l'audiovisuel et cinématographique. Il faut dire, mais vous avez quand même pu vous départir de vos nombreuses charges pour être ici à la maison de la radio. Alors, dites-nous, vous en tant que technicien, quel est le regard que vous portez sur les productions cinématographiques qui sont faites aujourd'hui? Bon, alors, j'ai toujours eu une opinion un peu décalée. Je me réclame de ceux qui se disent puristes. Et pour répondre à votre question, je vais commencer par une autre question. Existe-t-il vraiment un cinéma camerounais? Ma réponse à moi est non. En réalité, il ne faut pas qu'on confonde les choses. Je pense qu'il y a un secteur de l'audiovisuel qui commence à être bien animé, mais de là à le considérer comme étant déjà un secteur cinématographique, c'est un peu prendre les margouillas comme des bébés crocodiles. Donc pour moi, il n'existe pas encore de cinéma camerounais. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Il a existé un cinéma camerounais, il a commencé à exister un cinéma camerounais jusqu'à une certaine époque. Et après, je pense qu'on se situera à l'époque un peu où on parlait du FODIC, où il y avait ce qu'on appelle les pères fondateurs, les Arthur Sibita, une génération qui s'achève plus ou moins par Basek Bakobio et Jean-Pierre Boukolo. Après, il y a eu la crise et au début des années 2000, on a eu le numérique qui est arrivé et qui a donc favorisé un développement d'un secteur audiovisuel que je ne considérais pas comme cinématographique. Un secteur audiovisuel conséquent qui a commencé à se développer d'abord par la partie francophone et qui a pris l'expansion dans la partie anglophone aujourd'hui, qui fait donc que le Cameroun a un secteur de l'audiovisuel qui est bien animé, mais pas encore véritablement un secteur qu'on pourrait qualifier comme étant comme le cinéma camerounais. Alors, les éléments qui devraient entrer pour qu'on commence à parler de cinéma sont lesquels? Alors, quelles sont les conditions à réunir pour pouvoir arriver à... C'est une question qu'on peut considérer sur le plan de l'esthétique, qu'on peut prendre sur le plan de la création même, donc qu'on peut prendre sur le plan de l'industrie. Oui. Alors, pourquoi il existe cinéma et audiovisuel? Tout à l'heure, j'étais à l'esplanade du musée national, où j'ai bien vu que sur la partie qui était réservée à l'audiovisuel, on a vu art audiovisuel et cinématographique. Ça veut dire qu'on fait bien déjà la différence entre au niveau des textes entre les deux secteurs. Mais de manière plus simple, si on veut dire qu'il existe un cinéma camerounais, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse avoir des éléments qui identifient ce qu'on appelle un cinéma camerounais. Quand on dit c'est un film américain, on a un certain nombre d'éléments. On a des éléments idéologiques, on a des éléments même qui rentrent de l'ordre de l'actorat, on a des éléments qui rentrent de l'ordre de l'écriture. Parce que pour aller plus loin dans un débat qui a souvent divisé les gens, il y a même une grande différence entre, si on parle de la friction, entre un film fiction cinéma et un film fiction télé, donc fiction audiovisuelle. Donc tous ces éléments-là doivent pouvoir rentrer en ligne de compte pour dire ça c'est une industrie cinématographique ou ça ne l'est pas. Pour le moment, nous on ne l'a pas. C'est-à-dire que on ne souscrit pas de manière stricte à ces cloisons. Or, c'est vraiment cloisonné, il ne faut pas qu'on confonde les choses. Donc, il faut faire le distinguo entre l'audiovisuel et l'art cinématographique. Et le cinéma, voilà. Oui. Donc maintenant, peut-être, puisque vous êtes un technicien,
comment est-ce qu'on fait donc la différence? Parce que pour définitivement clore ce chapitre-là, on fait la différence comment? Comment est-ce qu'on voit l'audiovisuel d'un côté, quelles sont les caractéristiques qu'il faut mettre dans l'art audiovisuel, et de l'autre côté le cinéma? Bon, alors, s'il existe de réels... Faisons la part des choses pour faire avancer la réflexion. Quittons un peu les choses qui sont beaucoup plus contraignantes. C'est-à-dire que une industrie cinématographique, c'est un ensemble de secteurs qui se réunissent et qui fonctionnent de manière concrète. Vous avez d'une part la production, c'est-à-dire que des gens qui produisent. Vous avez d'autre part la distribution, des gens qui prennent ce qui est produit pour proposer au marché. Et vous avez d'autre part la diffusion, c'est-à-dire que les gens qui sont là pour diffuser ce qui a été produit. Pour le moment, au Cameroun, vraiment, je ne pense pas qu'on a cette segmentation. C'est-à-dire que je produis mon film, je me débrouille à le proposer à un marché des diffuseurs qui est incertain. Donc, on ne peut pas dire qu'on a ce secteur-là. Donc, en fait, pour moi, dans ce débat, pour qu'on avance, c'est les trois compartiments qu'il faut considérer. À côté de ces trois compartiments, il faut qu'on considère également la question de la création. Un film que je crée pour la télévision est différent de celui que je crée pour le cinéma. Parce qu'on sait de manière empirique que la plupart de nos chaînes de télévision sont des chaînes hertziennes, sont donc des chaînes ouvertes au grand public. Donc je ne vais pas proposer la même thématique qui sera vue par le père, la mère et l'enfant à la télévision qu'au cinéma, où je sais que je dis celui qui n'a pas 18 ans n'entre pas pour regarder le film. Vous comprenez qu'en réalité, c'est des considérations qu'il faut avoir sous les yeux avant de se lancer, avant de se dire on détermine des secteurs, etc. Tout à fait, tout à fait. Peut-être Don Compadré souhaite rebondir principalement sur cette question-là. Au développement de M. Nguele, qui est pertinent. Bon, je peux émettre certaines réserves. Pour vous, le cinéma, il existe? Ou bien à quel niveau vous ne vous Je suis d'accord avec lui. Il pas? n'en existe pas un au Cameroun quand même. Si je m'accroche à ces éléments avancés tout à l'heure là, et si j'ajoute le problème de l'identité, quel est le système linguistique qu'on utilise? C'est une langue d'emprunt. Majoritairement le français, voilà, ou l'anglais. Ou l'anglais. Je ne vous parle pas des problèmes anglophones actuellement. Le système générique, c'est lequel? C'est au niveau du genre cinématographique qu'on reconnaît aussi la personnalité nationale d'un cinéma. Donc, alors, est-ce que vous pouvez définir tel type de films, les catégoriser? Qui sont les théoriciens ou les critiques d'art? Martial, tout à l'heure, va défendre sa chapelle, c'est normal. Et se bat fort vraiment dans ce milieu-là pour donner du contenu à ce qu'il fait. Et c'est bien, on l'encourage. Mais en fait, il faut que les gens soient organisés. Dans un secteur d'activité cinématographique comme celui-là, de façon professionnelle, on doit retrouver des critiques bien organisées qui proposent leurs actions et leurs actes, n'est-ce pas, au public, à un certain public, qui lui-même doit attendre quelque chose. Il faut l'infrastructurel. Où sont les salles de cinéma? Donc c'est pour un peu appuyer son argumentaire tout à l'heure là, parce qu'il était rivé vers le volet économique, industriel et technique, n'est-ce pas? Moi j'ajoute d'autres éléments, n'est-ce pas? Il faut qu'on y aille aussi de ce côté-là, la professionnalisation. Et puis maintenant, les instances de consécration, n'est-ce pas? À quel moment donné, au-delà des festivals qui existent, je ne refuse pas, mais la consécration est parfois extériorisée, puisque parfois même les nôtres qui compétissent à l'intérieur d'un festival comme l'écran noir sont mis de côté. Cela vient d'ailleurs raviver sa position dans le sens de ce qu'il n'en existe pas un, puisque si nous, en compétition avec les autres, on n'arrive pas à nous déterminer, ça veut dire que même au niveau même des canons de la chose, on n'arrive pas à se retrouver. Donc, pour toutes ces raisons et bien d'autres, je ne parle pas du public qui ne sait plus exactement à quoi se référer, parce qu'en fait, nous-mêmes, quand nous regardons, vous m'avez posé la question là tout à l'heure, là, Dieu merci, il est venu m'aider à répondre à cette question. Parce qu'en fait, j'étais un peu embarrassé. Vous demandez qu'est-ce que vous regardez, si ça vous intéresse, le cinéma camerounais, il fallait d'abord le définir. Il lui faut une identité, donc il lui faut une professionnalité, n'est-ce pas? Il lui faut une générosité, n'est-ce pas? Il lui faut un système linguistique, n'est-ce pas? Et il faut bien qu'on rentre dans l'exploitation de nos langues.
Tout à fait. Et vous avez vu en Afrique de l'Ouest et autres. Et au-delà de cela, naturellement, on parle de l'esthétique, on parle de la théorie, on parle de la technique, on parle du langage. À l'intérieur de tous ces éléments, on doit retrouver du camerounais, n'est-ce pas? Et puis maintenant, tout ça est chapeauté par quoi? Une politique cinématographique digne de ce nom. Bien lisible, bien traçable, bien perceptible. Vous comprenez? Donc, à partir de ce moment-là, on rentre dans l'autre logique de la confrontation de notre cinéma national avec les autres cinémas d'ailleurs. Et les instances de consécration, comme le terme l'indique lui-même, n'est-ce pas, viennent donc effectivement réaffirmer la personnalité nationale de notre cinéma. Donc, je ne veux pas aller plus loin avec les référentiels des billets de banque, les rues qui portent le nom de tel grand acteur cinématographique ou tel cinéaste. On aura le temps. Vous voyez que la question que vous avez posée là, et il a même bien dit, elle est très vaste. Oui. Bon, maintenant, j'avais un petit bémol au niveau de la perception de ce qu'on appelle audiovisuel ou pas, n'est-ce pas? À la vérité, puisque la plupart des éléments qu'on utilise pour fabriquer, pour aller dans la production audiovisuelle, se retrouvent dans le cinéma. Oui. Alors, à partir de ce moment-là, cela dépend donc des écoles de pensée. On ne peut pas répondre de façon péremptoire et catégorique non. Le cinéma n'est pas de l'audiovisuel ou pas. Et puis, chaque législation nationale revient dessus. Moi, j'ai lu des théoriciens et j'ai été à beaucoup d'exercices, n'est-ce pas, confronté avec des gens du milieu. Ouais. Mais c'était un débat houleux. Parce qu'à la vérité, vous retrouvez tous les éléments, carrément. C'est-à-dire que vous prenez une production audiovisuelle, prenez n'importe laquelle, vous allez faire une comparaison, vous retrouvez tout ce qui est ramassé dans le cinéma. Vous avez un producteur, il y a un producteur délégué, vous avez un producteur. Ça veut dire que c'est une chaîne. Vous avez le plateau, vous avez la script girl, vous avez tout ça dans le cinéma. Oui. Donc à partir de ce moment-là, il faut maintenant dire que comme nous avons même déjà la difficulté de définir ce qu'est un cinéma national camerounais, attention, on risque s'entremêler quand on rentrera dans cette logique-là, audiovisuel ou pas. Donc je reste un peu... Alors peut-être passons la parole à Bertrand Ouna pour également sa première prise de parole, certainement avant de revenir à Martial Nguia. Bertrand Ouna, on vient d'apprendre quand même de la bouche du réalisateur Gérard Nguélé qu'on n'a pas d'industrie de cinéma au Cameroun. On est encore de se poser la question, comment est-ce que cela peut arriver dans un contexte où il y a beaucoup de grands festivals, il y a Écran Noir, il y a le festival Yara, le festival du premier film. Comment est-ce qu'on a connu le cinéma camerounais? Qu'est-ce qui nous amène à un retour ou alors à un rétro-pédalage? D'abord, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent et ceux qui nous regardent sur Facebook. Je salue les panélistes qui sont des personnalités de la culture bien reconnues. Oui, Jean-Jacques, je suis d'accord avec le spécialiste, Monsieur Nguélé, dans cette affaire-là. Le cinéma camerounais n'existe pas. Parce que on le produit où? Est-ce qu'il y a une plateforme bien établie, bien définie? Ailleurs, on voit de grosses maisons de production, Motown, ses consorts, qui sont des véritables laboratoires où, lorsque ça paraît, c'est quelque chose de digeste. Donc, au Cameroun, on a des gens qui se battent. Il y a l'expertise, il y a le génie, il y a le talent, mais il n'y a pas l'accompagnement, la structuration autour qui peut faire en sorte que ce soit une véritable industrie comme le géant voisin nigérian. Alors hier ça se passait bien parce qu'on avait une véritable politique culturelle qui avait une structuration. Vous vous souvenez de ce qu'était l'ensemble national, ce qu'était le ballet national. À l'époque, vous vous souvenez de ce qu'étaient les établissements scolaires. Les activités culturelles avaient une place prépondérante dans ces établissements scolaires-là, qui était en réalité le moule qui produisait ces talents qui venaient s'exprimer devant. Et à la suite, on a eu, par exemple, Sangomalo, des films comme Sangomalo, on a eu des productions intéressantes à une époque, les années 70, 80. Et par la suite, bon, les décideurs expliquent ça par la crise.
C'est vrai que tout s'explique par la crise, la crise économique. Alors qu'au même moment, on a vu des gens devenir très riches pendant que justement il y avait cette crise-là. Moi, je ne parlerai pas de crise. L'excuse ici, c'était une absence. À un moment donné, on a cessé de se mettre dans la projection. On a cessé d'avoir des dirigeants qui avaient le rêve, qui voulaient matérialiser des choses, soit qu'ils voyaient ailleurs, et qu'il reproduisait ici en adaptant avec notre contexte, soit alors qu'il créait, conceptualisait de leur esprit propre pour les rendre possibles. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La culture est devenue une affaire qui a été complètement laissée à la remorque. On se dit que ça ne vaut rien, c'est rien. La preuve, quel est le budget du ministère de la Culture aujourd'hui, à côté de la défense, à côté de l'éducation, à côté de la santé, des travaux publics et tout le reste, la culture n'est pas à côté. Donc on a ce problème de vision qui fait qu'à la fin, tous ceux qui avaient envie d'investir dans ce secteur se sont découragés. Et ils ont cessé de le faire ou alors se sont mis à le faire ailleurs. Et conséquence, le cinéma est mort, tué d'abord par l'absence de projection des visions de nos décideurs, tué par le découragement des acteurs eux-mêmes, parce qu'aujourd'hui, vous ne verrez pas Bassek Bakobio sur le terrain au Cameroun, parce que c'est pas possible. Vous ne verrez, je ne sais pas si M. Nguele lui-même est très actif sur ce terrain-là. C'est pas très évident avec ce qui se passe. Et vous voyez donc que le secteur est abandonné à des jeunes qui ont l'enthousiasme, qui ont l'envie, qui ont peut-être le génie, mais qui souffrent d'un encadrement. Peut-être ils ont le génie, est-ce qu'ils sont formés? Peut-être c'est ça justement, c'est pour ça que je parle de l'encadrement qui fait défaut. Vous avez vu récemment aux écrans noirs où le film camerounais n'était carrément pas là. On a dit que ça n'existait pas. On a dû concevoir toute une catégorie uniquement pour le film camerounais. On a tissé une catégorie à la taille de ce que nous faisons. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas appelé ça cinéma. De ce que nous faisons, pour quand même aussi encourager ceux qui mettent de leur énergie pour que ça se fasse. Donc il y a un gros travail à faire pour créer une industrie, parce qu'à la vérité, il faut que les décideurs se disent bien que c'est un vivier d'emploi, le cinéma. Imaginez qu'on crée une grosse maison de production, qu'on crée des villages cinématographiques, comme on voit au Nigeria, les grosses villas où on tourne des films et tout ça, on tourne des scènes et tout le reste. C'est un ensemble qui doit être mis en place. Et dans cet ensemble, vous verrez que des multinationales peuvent mettre de l'argent. Parce que ça fait de la pub, ça fait de la promotion. C'est un échange de services dans le cinéma. Mais on n'y pense pas. Et il en est du cinéma, comme beaucoup d'autres secteurs de la culture au Cameroun, qui sont en friche et qui ont simplement besoin qu'on y mette un peu d'attention, un peu de politique, et pour que les choses décollent. Alors, Gérard Nguele, on dit qu'il y a un problème de financement, mais est-ce qu'il est facile d'investir dans un secteur qui n'est pas très sûr, comme le cinéma camerounais? On a approximativement quelques talents, mais qui ne sont pas encadrés, qui ne sont pas formés. Est-ce qu'il est possible d'investir dans des incertitudes comme quelques productions qui sont réalisées ici et là? Alors, je ne sais pas comment répondre à votre question, parce que en fait d'incertitude, je pense que c'est un peu facile de parler d'incertitude et de manque de formation. Il est clair que le problème de formation s'est posé jusqu'à la fin des années 1999. À partir du début des années 2000, la question de formation ne se pose plus tellement, parce qu'on a déjà vraiment, je ne veux pas dire des techniciens, mais j'ai envie de dire des cadres qui sont formés. Mais maintenant, ce qui rejoint la réflexion qui a été évoquée, c'est que ces cadres-là n'opèrent pas. Et que ce sont plus ou moins des opportunistes ou des gens qui, je dis opportunistes, pas de manière péjorative, des gens qui ont un peu de volonté, qui s'investissent dans le secteur et qui donnent donc des produits qui sont approximatifs. Pourquoi les cadres ne s'investissent pas? Parce que moi, par exemple, si je fais pas de film, c'est parce que je ne peux pas me permettre de faire un film qui soit approximatif, parce que je n'ai pas les ressources nécessaires. Et c'est là qu'on retombe à la question des ressources, justement, parce qu'on a ce manque de financement, ce manque d'encadrement, ce manque de tout.
Mais est-ce que quelqu'un peut se risquer, tant qu'il n'a pas vu la preuve qu'en investissant dans ce secteur, il y aurait effectivement une certaine production, un retour sur investissement? La réponse est clairement non. C'est-à-dire qu'on a tous les problèmes du monde quand on évoque le problème sous cet angle-là. Je vais investir dans un film. Où est-ce que ce film sera diffusé? Qui va l'acheter? Comment il sera fait? Je n'ai pas de réponse à toutes ces questions, donc je ne me risque pas, même si j'ai de l'argent à jeter par la fenêtre. Donc il n'y a pas un potentiel marché Il y a un potentiel marché, mais il n'est pas organisé. On a une chaîne de télévision, on a même le marché international, pour ne pas rester sur le national. Ouais. Mais la question reste une question de qualité et de normes. Je ne peux pas proposer n'importe quel film à Canal+. Il y a bien des films, des productions, j'ai pas dit films, il y a des productions camerounaises qui sont diffusées sur Canal+. Ouais. Mais c'est assez exceptionnel, assez rare. Mais pour peu qu'on y mette du sérieux et de la qualité, on trouve sa place dans le marché, même le marché international. Peut-être pour revenir sur cette question-là, qu'est-ce qu'on peut concrètement appeler cinéma camerounais? Je veux dire, qu'est-ce qu'on met dans production camerounaise? C'est-à-dire que l'identité de parce que tout à l'heure, Don Compadre a évoqué ce pan-là. Est-ce que c'est tout ce qui est fabriqué au Cameroun ou bien ce qui porte en réalité les éléments culturels du Cameroun? Bon, moi j'ai envie de dire les films camerounais sont ceux qui sont faits au Cameroun par des Camerounais. Maintenant, je reste campé sur ma position pour dire qu'il n'existe pas de cinéma camerounais. D'accord. Quelques productions audiovisuelles. Il y a des productions, oui. Certaines sont même de très bonne facture, mais ça ne suffit pas pour constituer une industrie cinématographique. Alors, Martial Nguyen, on a bien vu au dernier festival de Cannes qu'il n'y avait pas de films camerounais. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques invitations, Thierry Ntamak est bien évidemment allé là-bas, mais il n'y avait pas de film camerounais. Et on est quand même surpris qu'à la Cannes, c'est plutôt un film d'il y a beaucoup d'années, de Dikombege Pipa, qui a reçu justement au FESPACO un prix. Et depuis lors, plus rien. Rien du tout. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion, mais il faut quand même... Non, je crois qu'il faut sortir de là. On est en train de donner des précisions sur des choses assez précises également. Thierry Ntama qui a fait, je pense, Je t'aime, un truc comme ça. Je t'aime... moi non plus. Moi non plus, je pense bien que c'est ça. Mais c'est un film qui est véritablement destiné... Quand vous voyez sa technique et tout cela, bon, c'était pas un film à la hauteur de ce qu'on a l'habitude de voir à Cannes. Mais non, il y a à Cannes des compartiments. Oui. Il y a beaucoup de compartiments. Maintenant, quand vous avez la grande sélection de Cannes, vous voyez très bien les films qui vont à Cannes, c'est-à-dire que c'est des films d'une certaine hauteur technique, d'une certaine hauteur esthétique, d'une certaine représentativité même de la cinématographie de leur pays respectif. Mais non, ça ne veut pas dire que Thierry Ntamak ne pouvait pas postuler. Mais c'est dit que ce film, d'abord, il n'est pas allé. Il n'a pas été soumis à Cannes. Il est allé dans des différents sous-genres d'activités à Cannes, notamment le panorama Afrique, où il y a justement ce qui est des cinémas émergents. Il y a un marché, de plusieurs zones qui peut être ouvert. Mais non, sur la question de l'identité, Gérard Guélé n'a pas voulu le dire tout à l'heure. La différence entre la télévision et le cinéma repose fondamentalement sur l'esthétique. C'est-à-dire que l'écriture que vous avez en télévision, qui est l'écriture de l'instantané, qui ne va pas forcément vous donner une certaine profondeur de champ, vous ne l'avez pas aussi. Vous ne la retrouvez pas au cinéma. Ça, c'est autre chose. Mais non, la question des langues. Il n'y a qu'un seul langage au cinéma. Comment A répond à B? Comment je regarde un film, même si les gens ne parlent pas et que je le comprends, que je comprenne l'histoire du début à la fin. Comment est-ce que tout cela me parle sans que je n'ai eu un langage auditif? Ça fait partie des contenus. Maintenant, sur la question de pourquoi le secteur l'est, c'est assez difficile. L'histoire dit que depuis 1962, on a quand même Jean-Paul Gassin et puis on est allé jusqu'à Jean-Pierre Dikombege Pipa qui est le premier étalon. C'est-à-dire qu'on a consacré l'étalon Yenenga. 1976, c'était le premier.
Et depuis lors, on n'a plus eu, pas parce qu'il n'y a pas eu de film camerounais, on a quand même eu un film qui a été aux Oscars en 1978. C'est pour vous dire, et puis après, la structuration faisait en sorte que vous aviez la production, vous aviez l'exploitation, c'est-à-dire qu'il y avait un réseau de salles, et vous aviez la distribution, la diffusion. Les festivals concourent simplement à la valorisation, dans la promotion et à la diffusion. Les festivals ne déterminent pas l'enjeu d'une cinématographie. Complètement. C'est-à-dire qu'un festival comme Écran Noir est une plateforme où les gens viennent, ils voient ce que les cinémas du monde entier font, les cinémas qui l'invitent font, les gens font, sous leur regard, mais ils ne déterminent pas le cinéma qui se fait au Cameroun. Ils donnent une idée de ce qui se fait au Cameroun, mais les éléments d'industrialisation, ce n'est pas le problème des écrans noirs, c'est promouvoir, faire en sorte que le cinéma existe, permettre que les gens voient le cinéma. Maintenant, le démembrement de qui va, d'ailleurs, le fait qu'il soit une plateforme, permet que ceux qui exploitent, par exemple, les films en salle, viennent s'abreuver à écran noir, peut-être parce que la plupart des films viennent en exclusivité, donc en grande première, et il serait important que celui qui est venu au festival dise, tiens, ce film, il est bon, je peux le mettre dans mon circuit de salles, dans mon pays, nous avons peut-être 20, 30 salles, et je peux proposer un marché. Et là, Écran Noir aura donc contribué à la promotion et à la valorisation, à la diffusion de ce type de... Donc, mais Marcel Guillard, le paradoxe donc fait que vous avez beaucoup de festivals au Cameroun, mais en réalité, vous n'avez pas une industrie structurée. Mais aujourd'hui, vous avez évoqué la question ou la problématique du manque de salles. Mais il y a quand même une ou deux salles. Mais jusque-là, on peut quand même... Il y a Citabella. Que la salle permettez que je vous relance totalement. Il y a la salle Citabella. Il y a quand même une salle construite à l'université de Yaoundé 1. Il y a également une salle Eben, je crois, toujours à Yaoundé. Mais jusque-là, on constate que lorsque il y a des diffusions, il n'y a pas de public. C'est vérifié, puisque depuis le début de la RECAN, il y a effectivement des projections à la salle Citabella, mais il n'y a personne. C'est pourtant gratuit, mais il n'y a personne qui vient regarder. Toute chose est une question de sociologie, d'habitus. C'est une question d'habitude. Alors, qui est-ce qui sont des parents aujourd'hui? Qui est-ce qui doit voir les films aujourd'hui? C'est des gens qui sont construits à la télévision. C'est des gens qui sont construits aux jeux vidéo et tout le reste, qui ne connaissent pas la magie des salles obscures. On prépare des gens à aller voir les salles. Lorsque la dernière salle a fermé en 2009, à Douala, tout le monde a crié parce que le cinéma Le Vouri qui fermait à Douala mettait un thème à une certaine époque. L'époque des grandes avant-premières, l'époque des coups doubles, et je vous rappelle qu'on est dans un pays où on a quand même eu plus de 100 salles sur l'ensemble du territoire. Alors, ceux qui habitaient dans des quartiers pouvaient programmer, au-delà d'autres activités, un rendez-vous à aller voir un film. Et puis, du jour au lendemain, ça n'existe plus. L'industrie du divertissement à laquelle il s'était adapté n'existe plus. On commence à trouver d'autres palliatifs. Pour que les gens reviennent en salle aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait davantage de salles à proximité pour que les gens les intègrent dans leur culture du divertissement en nouveau. C'est-à-dire que les gens se disent, mais je peux aller voir un film. Et c'est ce qui se passe à Douala aujourd'hui avec Canal Olympia à Bissengue. Même comme c'est relativement excentré, on a Canal Olympia, on a le cinéma Eden. Et tous les jeudis, vous avez les films camerounais au cinéma Eden, ça fait salle comble. Et tous les jours on le fait. Vous parliez de Citabella, mais Citabella est là. Est-ce que Citabella vit? Est-ce qu'il y a une programmation à Citabella? Il n'y a pas de programmation, tout ce qui est là est sporadique. Il y a le centre culturel camerounais qui a une belle salle aussi, adaptable au cinéma, mais il n'y a pas de programmation. Par contre, en revanche, quand vous allez à Canal Olympia, il y a du public. Les gens se donnent rendez-vous à partir de 15h, 16h pour aller voir des films. Parce qu'ils ont intégré cela comme désormais faisant partie de leur vie. Donc la question des salles ne doit pas simplement être l'apanage des cinéastes, mais d'une politique publique qui ne concerne pas que le gouvernement. Il y a les collectivités locales décentralisées qui doivent répondre à la question de comment on divertit et on éduque publiquement nos populations. Alors, si la commune de Yaoundé Premier
se dit qu'on a un concentré d'environ 2 millions, 1 million d'habitants. Comment est-ce qu'on peut amener ces gens à sortir des bars pour penser à autre chose? Et c'est comme ça que les gens s'habituent. On a une programmation tous les week-ends, après on a une programmation tous les jours, et la sociologie de la consommation du cinéma s'installe dans la mémoire collective. Alors, Don Compadré, pour savoir, comment est-ce qu'en 2019 on réussit encore à avoir des productions où on a des problèmes de son, où on a une caméra, du moins la qualité de l'image est approximative? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être instituer une forme de régulation, évaluer la qualité des productions avant de les diffuser et les mettre à la disposition du grand public? Il y a des chaînes de télévision qui diffusent parfois des productions avec des images qui laissent quand même à désirer. Le son, pareil. Mais là, comment en 2019 on peut... C'est un peu compliqué, monsieur Jean-Jacques Foucault, de comprendre que du côté du ministère des Arts et de la Culture, il y a quand même une direction de ce côté-là, non? De la cinématographie et de la production audiovisuelle. Il faut imposer des normes, peut-être? Non, là-bas, on s'occupe du cinéma. Bon, comme nos amis, les copanélistes, ne veulent pas qu'on associe, qu'on intègre le cinéma dans le monde audiovisuel. Et donc, ils parlent de l'audiovisuel là-bas et du cinéma. Vous voyez? Donc, cela veut dire qu'ils se préoccupent de censurer ou pas des films qui sont souvent arrivés à leur niveau d'appréciation. Bon, maintenant, c'est une activité privée, une télévision qui a toute une organisation, tout un fonctionnement, n'est-ce pas, et qui n'est pas subventionné par l'État, s'il vous plaît. Donc, il peut se passer que, en âme et conscience, les producteurs, les promoteurs de cette télévision-là, n'est-ce pas, fassent passer quelque chose. Dites-vous bien que c'est grâce à Bikarat et du Douanon glacé, c'est qu'on n'a pas voulu appeler cinéma et autres que Canal 2 a démarré. Donc, mais les Camerounais étaient tellement embarqués dans cette affaire-là, comme Bertrand Onem le dit, dans cette affaire-là. C'est-à-dire que, bon, mais on a dit que c'était du cinéma camerounais, c'est à la façon camerounaise. Bon, est-ce qu'à ce niveau-là, au moment où mon ami Parfait Zambo plantait sa caméra, une seule d'ailleurs, les gars improvisaient avec leur talent, leur génie, vidaient leur ventre, et ça intéressait le grand public, hein, au-delà des autres programmes télé qui existaient. On pouvait parler de censure au niveau de la qualité ou pas. Il faut déjà voir si à un niveau du public, n'est-ce pas, qui regarde, il a votre regard critique sur cette qualité-là. Moi, j'ai comme l'impression... Le public n'est pas exigeant? Non, ça a éduqué. Le public a éduqué. Ce n'est pas... il faut bien qu'il arrive à un niveau, n'est-ce pas, d'appréciation, même au niveau de la musique, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de musiques qui passent, qui n'ont rien à voir avec la musique, mais qui sont célébrées par le public camerounais. Alors, qu'est-ce que vous allez donc dire aux puristes que parfois nous pouvons être de temps en temps, quand à un moment donné, il se passe que la qualité, je vous ai parlé de l'esthétique, je vais parler de la théorie, je vais parler du langage, je n'ai pas confondre avec la langue aussi, parce que je sais qu'il y a le langage, oui, ça cinématographiquement, il y a un langage cinématographique, mais la langue usitée ou utilisée dans un cinéma, tu vois, non, a quand même des propriétés, des attributs d'une culture. Donc vous souhaitez voir parler au cinéma. Je ne confonds pas les deux. Le langage, le boulot, peut-être. Mais pourquoi pas? Vous savez qu'il y a tout un département de linguistique générale appliqué là-bas à l'université Yaoundé. Ils sont là justement pour d'ailleurs même à l'école normale supérieure. On est en train de faire la promotion de nos langues. Et par le fait linguistique, n'est-ce pas, on arrive à passer notre message. N'est-ce pas, dans ce rendez-vous du donner, du recevoir, on n'a rien à donner. Donc, c'est pour vous dire que vous posez là le problème de la qualité. Il est aussi inhérent au fait du déficit criard de financement. Parce qu'en fait, les gars se battent seuls. Un vivier de talents, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, oui, au Cameroun, vraiment des génies. Mais maintenant, là, tout ce beau monde encadré, comment? Parfois, c'est sur le tas que les gars se forment et ils demandent de l'aide aux parents, aux amis et autres. Bon, ils arrivent quand même à faire quelque chose jusqu'à un niveau. Vous demandez donc à celui qui a voulu acheter, qui n'achète même pas, le promoteur de l'organe de télévision, qui n'achète même pas. Il n'y a pas une seule télévision qui le fait. Oui, j'ai dit que mais c'est systématique. Donc maintenant, la responsable revient aussi aux critiques, n'est-ce pas? De prendre, d'emboucher le micro et de dire attention, telle ou telle façon
ne respectent pas la norme. Et bon, Dieu merci, le tamis se fait de lui-même. Parce que quand vous allez donc, vous avez évoqué, c'est un festival à l'échelle mondiale. Mais on ne peut pas entrer là-bas, puisqu'on vous bloque déjà au niveau de la qualité. Vous voyez, même si le contenu peut être autrement. Donc, c'est pour ça que moi j'ai dit, votre préoccupation, j'ai dit, attention, il faut faire une part des choses entre le secteur public, qui à un niveau gère la situation, et le secteur privé, qui à un autre niveau, sans subvention, gère aussi la situation. Bon, mais et le public même, qui reçoit toutes ces images et sont là, qui ne dit rien. Ne demande pas plus. Ne demande pas plus. Et se contente de ça. Et croit peut-être, mais malheureusement, on sait qu'il en demande plus. Quand régulièrement, il est beaucoup plus accro. Il va chercher ailleurs. Voilà les séries brésiliennes et autres. Donc, ça veut donc dire que quelque part, il y a tué un public juge quelque part qui va venir dire que attention, c'est pas bon. Alors, Gérard Nguélé, on veut savoir aujourd'hui, est-ce qu'il faut imposer un certain nombre de normes avant de laisser passer certaines productions à la télévision au risque de discréditer l'image du pays? En ce qui concerne les productions qu'on a maintenant, qui ont des problèmes de son, la qualité de l'image laisse à désirer. Parfois même, il n'y a pas forcément un script au départ, c'est-à-dire que on a du mal à percevoir le message ou alors l'histoire qui est contée à travers la production. Comment est-ce qu'on pourrait instituer un organe à même de pouvoir faire le tamis? Alors, je pense que ça va être un peu difficile parce que moi, promoteur d'une chaîne de télévision, je vois mal pourquoi et comment on m'imposerait ce que je dois diffuser. C'est moi qui décide de ce que je diffuse. Donc, il ne serait pas juste de dire qu'il y a un organe qui décide. Bon, en ce qui concerne les mœurs et autres questions sensibles, je pense que la réglementation s'en est chargée avec des dispositions et des dispositifs qui permettent de contrôler cela. Mais maintenant, au sens vraiment pratique de la question, non, c'est pas possible. Et je pense que c'est un peu criminel de diffuser des produits d'une certaine qualité. Et c'est ça qui, pendant des années, a contribué à faire en sorte que le cinéma africain, de manière générale, soit un peu à la traîne par rapport aux autres types d'art. Si je prends la littérature, par exemple, si vous avez un livre qui arrive dans les rayons et qui a deux coquilles, c'est-à-dire on dit les arbres et puis arbres, il n'y a pas d'ess, on va retirer ce livre-là des rayons parce qu'on a une certaine rigueur. Et c'est ça qui a fait que la littérature africaine accouche des Kourouma, des Calix Beyala, des Mongo Betty, des gens qui aujourd'hui sont reconnus dans le monde entier, qui tutoient leurs homologues de tous les autres continents sans difficulté. Mais au niveau du cinéma, on a eu tendance à dire, bon, c'est le cinéma africain, ça peut être plus lent, on peut avoir des faux raccords, on peut avoir un scénario qui ne tient pas la route. Je trouve que c'est criminel. C'est criminel de faire ça. Maintenant, je pense quand même qu'il y a des structures, des organes de diffusion qui ont pris conscience de cette question et qui essaient d'appliquer un certain nombre de mesures qui ont trait à la rigueur. J'ai l'avantage de côtoyer la télévision nationale, où je vois un peu comment la procédure de sélection des œuvres qui sont diffusées, en fait, on tient compte en réalité de tout ça, du fond et de la forme. C'est-à-dire que dans le fond, quel est le message qui est diffusé? Est-ce que c'est un message ici au grand public? Une fois qu'on répond oui à cette question, on peut passer à l'autre type de norme, qui est donc la norme de forme. Est-ce que les règles de l'art sont respectées? Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas appliquer la rigueur de manière rigoureuse, mais quand même de faire cet effort-là, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut louer et que tout le monde devrait aller dans ce sens-là pour dire que non, ce n'est pas parce que oui, ça n'existe pas. Le Cameroun n'a pas créé l'audiovisuel, le Cameroun n'a pas créé le cinéma. Ce sont les normes qui sont mondiales, c'est un langage qui est universel. Ce sont des procédures et des protocoles qui sont reconnus dans le monde entier et que nous devons les accepter tels quels. Il ne faut pas qu'on ait des films qui puissent être diffusés uniquement au Cameroun et pas ailleurs, pas traverser le bruit comme mon grand frère et son aime à le dire. Alors aujourd'hui, peut-être pour aller au prochain arrêt, par où on commence si on veut véritablement créer l'industrie du cinéma au Cameroun?
Les premiers chantiers. Le premier chantier, c'est les pouvoirs publics, c'est le gouvernement, c'est la réglementation. C'est-à-dire que la réglementation est à la base de tout. Je suis souvent un peu estomaqué quand on dit non, il faut que les professionnels se regroupent, qu'ils prouvent que telle chose pour qu'on ouvre une salle de cinéma. Mais bon sang, qui demande aux footballeurs de se regrouper pour qu'on crée des stades? Et combien on en a au Cameroun en création en ce moment? Non, arrêtons d'être injustes. Il faut commencer par une réglementation. Aujourd'hui, on a un double jeu au niveau des pouvoirs publics. Un jeu de contrôle et un jeu de désistance. Le seul qui reste sous contrôle de l'État, c'est le cinéma. C'est-à-dire que vous sortez votre disque, vous n'avez pas besoin d'un visa d'exploitation ou de quoi que ce soit. Et vous sortez votre pornographie, vous la chantez, vous mettez sur le grand public. Personne ne s'en occupe. Vous faites votre peinture, vous l'accrochez où vous voulez, personne ne s'en occupe. Mais à partir du moment où vous faites un film, il vous faut un visa d'exploitation pour que ces films soient vus au public. Et on a vécu des exemples de films qui ont... Alors, c'est des choses pour lesquelles je n'ai pas de preuve, donc je ne vais pas tellement m'avancer là-dessus, qui ont été sujets à polémique parce que abordant tel ou tel sujet. Mais tout ça devrait pouvoir nous dire que oui, en fait, l'État est conscient du pouvoir que peut avoir l'audiovisuel, que peut avoir l'image, mais ne veut pas s'impliquer pour que ce secteur-là puisse se développer de manière considérable. Donc il faut commencer par là. Aujourd'hui, on a des textes qui datent de 1900, je ne sais pas, 80, c'est même très récent. C'est-à-dire du moment où le cinéma commençait à naître au Cameroun. Mais disons que les tests fondamentaux, c'est les tests du FODIC de 1973. Exactement. Où on parle encore d'industrie cinématographique, où on vous parle des métrages de pellicules, etc. etc. Mais je vous mets au défi de prendre les signaux d'aujourd'hui, de me dire combien ont déjà vu une pellicule. Donc on fonctionne ça n'existe plus. Non, du moins ça existe, mais ce n'est plus trop utilisé. Non, mais c'est même trop utilisé, mais pas chez nous. D'accord. Nous n'avons pas les moyens. Si on ne peut pas déjà faire la vidéo, avec quoi on va faire la pellicule? Ça existe, c'est utilisé, mais notre environnement ne nous permet pas de faire ça. Or, la réglementation reste là-dedans. On continue de parler des choses qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, on a encore une réglementation qui n'est pas adaptée aux réalités actuelles. Il faut commencer par là. Se dire qu'il faut ça. D'une part. D'autre part, il faut très vite se dire que c'est un secteur qui peut aider les pouvoirs publics dans toutes leurs actions. Aujourd'hui, pourquoi on est conscient que l'armée américaine est l'armée la plus puissante du monde? Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Juste parce que l'Amérique nous a montré Rambo, l'Amérique nous a montré les grandes guerres, la guerre du Vietnam, personne ne sait que, pas grand monde ne sait que l'Amérique a essuyé des échecs au Vietnam, mais parce que le cinéma américain ne nous a montré que les batailles dans lesquelles l'Amérique s'en est sortie, grandie avec des grands héros. Aujourd'hui, on est certain que non, quand on a affaire à l'armée américaine, on a affaire à l'armée la plus puissante du monde. Donc, il faut qu'on intègre ça pour dire, si on veut dire, ok, il faut que les gens rentrent au village cultiver la terre plutôt que de rester au marché du Fundi à faire du pickpocket. Non, ça peut bien passer par le cinéma et même que ça passerait de manière plus efficace par le cinéma que par des congrès qu'on ferait au Hilton ou par des tables rondes qu'on irait faire à Genève pour une question qui concerne les gens qui sont de l'autre. Au Cameroun. Donc, voilà les deux pans. Donc, réglementer ça, réglementer ces secteurs, et puis aller à l'appui du secteur, comme on le fait avec le football, qui ne ramène pour le moment pas grand-chose au Cameroun. Depuis un certain temps quand même. Bertrand Wouna, comment est-ce qu'on réussit à attirer le plus grand nombre pour soit peut-être investir dans le cinéma, soit... Comment est-ce qu'on réussit à intéresser et aussi bien les cinéphiles que des éventuelles personnes qui pourraient encourager cet art-là? Il faut d'abord resocialiser les Camerounais qui ont divorcé avec leur manière de vivre. Les resocialiser passe par rehausser le niveau de vie de ceux qui travaillent. Parce que les salaires ont été saucissonnés. En 93, on n'a jamais retrouvé le barème. Et pourtant, la croissance, on la vend tout le temps. Il y a une reprise de croissance. Parce que des citoyens qui sont au taquet, permanemment et éternellement, qui sont à la dure, qui se battent pour la survie, n'ont plus le temps pour l'art, ils n'ont plus le temps pour la culture, ils n'ont plus le temps pour le divertissement.
ils sont occupés à survivre. Et donc, si on a réussi, dans les années 70-80, à créer quelque chose de ce genre, c'est parce qu'il y avait une classe moyenne, c'est parce que des gens, à un moment donné, avaient le choix de leur moment de détente. Ils avaient des moments de détente. Aujourd'hui, pour se détendre, il faut avoir les moyens de la détente. Ça coûte cher, se détendre. Il faut se déplacer, il faut faire des petits achats, il faut. Aujourd'hui, ce que les gens gagnent leur suffit uniquement à gérer les charges et puis c'est terminé. Donc, rehausser le niveau de vie qui va donc donner du temps aux Camerounais de repartir à la conquête de la culture. Il y en a qui aiment lire, mais ils n'ont pas le temps de lire parce qu'il faut se débrouiller. Il faut chercher quelque chose à manger. Il y en a qui adorent le théâtre, mais ils n'ont plus le temps pour tout cela parce que le plus urgent, c'est manger, se soigner. Donc, si on réussit cela, à permettre aux gens de s'en sortir véritablement par leur travail, vous verrez qu'il y aura un élan retour vers toutes ces activités qui permettront donc de regagner confiance. Maintenant, deuxième élément, c'est que les acteurs à ce niveau-là, pour ceux qui produisent déjà, parce que quand on voit ce qui se passe dans une chaîne de télé qui est dédiée à cela, vous voyez que beaucoup sont tournés vers l'ailleurs dans leur production. À un moment donné, les musiques urbaines au Cameroun avaient un problème de reconnaissance et même d'acceptation parce qu'ils transposaient Paris et Marseille à Yaoundé dans leur façon de faire. Et vous avez vu qu'à un moment, lorsque Crotal, Négrissime et Racine surtout ont fait un maillage avec ce que nous avons, vous avez vu ce que ça a produit et c'est ça qui continue jusqu'à aujourd'hui avec les nouvelles générations. Donc, que ces acteurs, dès qu'on aura réussi le pari de remettre les Camerounais à flot au niveau des moyens, que les acteurs se remettent au travail dans ce milieu pour produire quelque chose de digeste. Par le passé, et la télévision nationale, à un moment donné, a été cette rampe de lancement de ces grosses productions, pas véritablement cinématographiques, mais qui étaient dédiées à l'audiovisuel, mais qui constituaient l'assise véritable d'une force de production qui était locale. On a cessé de le faire. Donc, dès qu'on aura cela, vous verrez que les Camerounais vont reprendre goût à ces choses-là, reprendre goût à aller au cinéma, parce que ce sera comme un retour à la mode. Quelque chose qui redevient nouveau, qui renaît de ses centres, et qui retrouve donc tout l'assentiment populaire qu'on a pu imaginer par le passé. Parce qu'en ce moment, si vous créez une salle de cinéma maintenant, c'est pas parce que c'est pas faute d'amateurs de cinéma, mais c'est faute de moyens. Combien sont capables d'y aller? C'est un luxe. C'est un luxe pour de beaucoup s'offrir un ticket de 500 francs de 500, de 1000 francs, 1500 et tout le reste. C'est un gros luxe. À côté, il vous dit qu'il préfère aller compléter le week-end parce que ça va lui faire un peu de sous et tout le reste. Donc, c'est ça. Ailleurs, le divertissement arrive lorsque les gens ont achevé. Ils ont dépassé largement les problèmes fondamentaux de l'existence. On ne doit plus avoir faim en 2019. On n'a plus à réfléchir sur ce qu'on va mettre demain. On n'a plus à réfléchir sur ce qu'on va faire de sa vie. Donc, c'est ça le problème. Dès qu'on va réussir cela, parce que tout ça va ensemble. Il faut bien qu'on se le dise. Tous ces éléments vont ensemble. Alors, le chômage qu'on dénonce tout le temps, il faut que l'État comprenne qu'il n'y a pas que les concours à la fonction publique. Si on structure la culture dans ses différents démembrements, dans ses différents secteurs, c'est des viviers intarissables d'emploi. On n'aura même pas de place. On n'aura pas moyen d'occuper toutes ces places, tellement il y en aura. Eh bien, il faut dire que c'est depuis mardi dernier que la rentrée culturelle et artistique a démarré. Mais Steph Mvuga est allé rencontrer les hommes de médias pour avoir leur regard par rapport à cet événement-là. On écoute plutôt. Congrès info culturel, la médiathèque. Good morning, Abel Bella Samar. Des rythmes folkloriques, des diverses formes d'art exprimées et matérialisées au village de la Reka. Dans cette ambiance festive, Barbara Padiama, femme de médias,
tient ferme son calepin de la main gauche et son stylo habille de la main droite. Son regard s'illumine derrière la caméra, imperturbable. Elle accorde toute son attention à son interview. Pour cette journaliste d'investigation, le paysage offre une panoplie de sujets à découvrir et à faire vivre. Nous avons été très agréablement surpris par l'engouement qu'il y avait ici. Il y avait une effervescence historique. Nous couvrons chaque jour par rapport au programme qui nous a été déroulé. Parce que chaque jour, il y a une discipline qui expose ici. Et donc, aujourd'hui, nous sommes là pour couvrir la journée de la littérature et des éditeurs. L'occasion est donc idoine pour briser les stéréotypes. En même temps, nous-mêmes nous découvrons et en même temps, nous faisons passer l'information. Nous rencontrons des gens que nous ne connaissions pas de visio. Nous apprenons ce que nous ne savions pas et surtout, nous découvrons et nous informons. Par exemple, pour le livre, on a rencontré un monsieur qui achetait des livres. On nous a fait comprendre curieusement à la conférence débat que les Camerounais n'étaient pas très intéressés. Tout comme elle, certains professionnels des médias apprécient la diversité culturelle et des sujets présents. Offre de la matière. Yaya Idrissou, journaliste culturel, par ailleurs membre du réseau des journalistes culturels du Cameroun, est de cela. La thématique autour de cette RECAN, le vivre ensemble, pour moi, c'est un événement idoine. Tu apprends. Aïs le Duc nous a dit qu'il a été introduit dans le milieu de la danse mystiquement par son grand-père. Junior Aïssi, homme de médias. C'est ce qu'on attend normalement de la culture camerounaise, qu'il faudrait saluer l'idée du ministre de transformer tous ces différents en fédérations. Ça pourra peut-être permettre à ce que le travail soit mieux organisé. Le défilé des caméras et bien d'autres appareils électroniques dans les stands des arts multimédia, cinéma, audiovisuel et les arts visuels et graphiques, pour ne citer que cela, donne à voir une ambiance digne de la Silicon Valley. Stéphane Barga, directeur général d'Afrique Plus Télévision, est l'un des maîtres d'œuvre. Le ministère a décidé de regrouper les métiers un peu similaires, comme les arts multimédia. C'est un ensemble de métiers qui tournent autour des arts et du média. Nous avons des monteurs, des cadreurs, diffuseurs et les journalistes aussi. Donc c'est un peu comme ça que fonctionnons au quotidien. Nous, en tant que télévision, nous avons existé dans les réunions préliminaires, dans le rendu de ces réunions, dans la communication autour de l'événement. Donc ça fait pratiquement 2 semaines que nous sommes là en tournage, en reportage, et depuis mardi, nous sommes effectivement présents sur le stand. Nous avons les partenaires qui sont au niveau des arts graphiques, du web, du design, du mastering. Nous présentons les différentes facettes de notre métier. Parce que le journaliste qui vient lire un papier, ce n'est que le dernier maillon d'une longue chaîne. Cependant, pour ce dernier, il y a lieu de damer le pion pour favoriser le regroupement des corps de médias en fédération pour améliorer au quotidien les différents métiers. Nous répondons à un désirata institutionnel. Ça veut dire que le ministère des Arts et de la Culture a décidé qu'on ne pouvait plus fonctionner en rang dispersé. Il fallait essayer de s'unir dans les métiers des mêmes couloirs, des mêmes canevas. C'est pour cela que nous répondons à un appel gouvernemental qui est celui du regroupement des arts multimédia en fédération. Le but est de se présenter devant le gouvernement en tant que fédération. Et chaque partenaire pourra trouver son compte à partir du moment où la fédération sera reconnue. Cela voudra dire que pour nous, télévisions, qui avons souvent des soucis en termes de production, on pourra écrire au ministère et leur présenter des doléances. Écrire nos doléances au ministère, par exemple, si nous avons un tournage qui concerne la culture, nous allons écrire au ministère, voilà, nous sommes Afrique Plus Télévision, média culturel par excellence, nous avons un souci en termes de production à tel niveau, tel niveau, tel niveau, et à travers la fédération, ils pourront répondre en fonction de leurs moyens, bien sûr. Cependant, pour besoin d'existence, les fédérations doivent au préalable observer une critérisation. Il faudrait que, tout simplement en termes de vie au quotidien, le stand des arts et multimédia vive, reçoive du monde, soit exposé médiatiquement. C'est cet ensemble de critères et cet ensemble de critères qui pourra permettre à ce que le ministre et la direction qui l'accompagne puissent ressentir le besoin d'accorder un agrément à cette fédération. Au terme des 31 jours de présence ici, nous allons produire un rapport qui sera remis à monsieur le ministre des Arts et de la Culture, étudié et qui sera peut-être ou pas validé. Donc ça dépend de la commission qui va plancher en dernier recours pour valider la fédération en elle-même ou pas. Le journaliste Yaya Idrissou partage sans retenue le même point de vue. On a coutume de dire, celui qui pense sans vous finira par penser contre vous, même sans faire exprès. Il est temps que nous aussi, les journalistes, historiens du présent, nous puissions nous fédérer au sein d'un groupe afin d'agir comme un lobby. Il ne manque pas toutefois de souligner un flop
au passage. La perfection est divine au niveau de la répartition des différentes disciplines culturelles parce que nous n'avons pas été associés pour cette répartition. Je prends juste un exemple. On est parti mettre les slameurs dans le pôle l'art théâtral. Nous savons que le slam, c'est la littérature orale. On pouvait encore mettre les slameurs au niveau de l'art de la rue, mais que non. Il y a aussi cette catégorisation au niveau de la médecine traditionnelle. Il faudrait que nous-mêmes, on puisse valoriser notre médecine traditionnelle en tant qu'entité indépendante. Un avis que Aman Design, stratège en art créatif et graphiste, refuse dans sa totalité. Le responsable technique qui est le ministre des Arts et de la Culture a comblé les attentes des artistes qui disaient pourquoi nous avons séparé les multimédias avec les arts visuels et graphiques, pourquoi nous avons séparé les arts plastiques avec les arts visuels et graphiques. Et il a donné une raison simple, c'est juste de permettre à chaque corps de discipline de se faire valoir, de montrer tout ce qu'il peut et qui draine un public fixe sur eux. Pour lui, chaque art doit être mis sous les projecteurs pour mieux valoriser leur singularité. C'était mélangé à l'époque entre les arts, d'où certaines activités faisaient ombrage à cette activité qui est art visuel et graphique. Et aujourd'hui, ça a été scindé. Il fallait que chaque corps de cette discipline fasse valoir son professionnalisme. Les journalistes se succèdent au village de la Récane sous les manifestations quotidiennes des pôles artistiques et les fédérations en gestation font déjà rêver les hommes et femmes de médias à un avenir radieux sous le signe des performances professionnelles à venir. Alors merci à Steph Vouga pour cet élément. Arsène Guia, on voit bien que la RICAN a repris. C'est un instant d'exhibition mais également de débat sur plusieurs problématiques. Et l'une d'elles, c'est très certainement la question du statut de l'artiste. Ils sont tous invités, on veut savoir qui exactement est invité, qui devrait être en réalité invité dans pareil événement, qui est artiste, qui ne l'est pas. Sur le gouvernement, le ministère de la Culture a identifié 23 fédérations qui font partie effectivement de plusieurs formes d'expression artistique et culturelle. Et à partir de là, vous voyez que le champ est vaste. Maintenant, qui l'est et qui ne l'est pas, je crois que dans les 23 composantes, l'orientation se fait en fonction de chaque niveau, chaque orientation de création, de créativité des uns et des autres. Bon, maintenant, l'épineuse question du statut, mais c'est une question assez fondamentale parce que c'est important que peut-être dans le débat qui va s'ouvrir plus tard, à la suite de cette RICAN, mais je n'aurai pas le sentiment que ce sera cela, je n'en doute pas, je ne sonde pas des dieux, mais je pense que la question du statut formel peut rester en suspens. Parce que dans les différentes fédérations qui ont été répertoriées jusqu'ici, il y a bien des orientations. Vous voyez bien que ceux qui y vont répondent à des profils précis. Or, le statut de l'artiste est bien au-delà. Comment on lui donne un statut social, comment on reconnaît son travail en tant que travailleur social et de quelle manière ce travail peut servir à améliorer sa vie. Est-ce qu'il y a donc aujourd'hui une reconnaissance qui fait qu'on ait une convention collective, que la sécurité sociale s'intéresse, que à tout moment un artiste peut être effectivement saisi ou alors se prononcer sur une question et qu'elle soit véritablement prise en compte? Est-ce que la loi aujourd'hui le lui confère? Et ça reste plusieurs questions qui font en sorte que d'une part on sent on sent la volonté du ministre de structurer cela, mais on voit aussi la difficulté de fond du ministre à séduire le gouvernement entier pour donner un véritable statut. Le statut qu'on a... Bon, j'ai été en audience avec le ministre, et ce que j'entendais, à l'issue de ce que j'entendais le ministre dire, c'est comme si le gouvernement n'était pas véritablement conscient de ce que pouvaient représenter les artistes dans notre société. Et tout le monde s'embarquait, prenait pour prétexte, d'après ce que j'ai essayé de suivre, pour prétexte la question du droit d'auteur, comme si c'était l'élément fondamental de l'existence d'un artiste.
Et par conséquent, les voix qui s'élevaient voulaient dire qu'on a essayé de donner la gestion des sociétés aux artistes, ils l'ont réclamé, et puis on voit aujourd'hui, certains sont devenus experts des grandes théories, des grands débats sur le droit d'auteur, ils marchent avec des piles de dossiers dont on ne comprend pas toujours, d'autres ont lamentablement échoué sur la gestion de leurs entreprises, alors que, mais c'est normal, les artistes, il y a parmi les artistes qui ont des profils, mais c'est pas le travail des artistes d'aller gérer les entreprises. Dans une autre vie civile, ils ont des profils. Mais si c'est ce genre de questions, ça relève d'autres domaines. Mais le statut, on pouvait donc pas prétester cela pour se dire que la vie des artistes se résume à ça. Quand vous parlez de la médecine alternative, là, quand vous parlez des arts divinatoires, on parle d'autre chose. Mais est-ce qu'on en est suffisamment conscient et comment on peut, lorsqu'on regarde aujourd'hui le côté patrimonial que cela représente, est-ce qu'on peut vraiment légiférer pour que chaque année, l'Assemblée nationale, le Sénat, se disent que c'est des travailleurs et leur travail doit contribuer au développement du pays. Et ça, c'est un peu la question de chambre que le ministre a envie de faire. Bon, ça va générer d'autres questions, mais la question du statut, il faut légiférer, il faut apporter des réformes en profondeur et donner vraiment, et que la loi soit claire là-dessus. Qui est artiste? Qu'est-ce qu'a droit à un artiste? Quel est le statut social qu'on lui donne? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que tout le monde dit il y a des enregistrements volontaires au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale, mais c'est quoi les enregistrements volontaires? Il faut 15 ans pour avoir droit à une pension. Si un artiste qui a 60 ans aujourd'hui, il vivra encore 15 ans, donc on peut trouver des formules exceptionnelles. Et ça, il faut que la loi s'impose pour qu'on se dise, c'est des travailleurs du secteur informel. Il y a une autre manière de les accompagner et de les structurer, et de les aider à se structurer. Alors, Don Compadre, on a bien l'impression que pendant 3 semaines, les artistes vont danser, chanter, mais il n'y aura pas de finalité ou alors de but ultime à atteindre. Qui est artiste et qui ne l'est pas dans le contexte actuel? Et comment est-ce qu'on fait pour rendre le métier d'artiste non pas comme une option, parce que beaucoup ont d'autres activités parallèlement. Lorsqu'on est réalisateur, on peut être fonctionnaire pour espérer coller les deux bouts à la fin du mois. Comment est-ce qu'on arrive à être clair sur le statut de l'artiste aujourd'hui? Si l'encadrement remplit son cahier de charges, on peut vous accompagner. L'État accompagne en définissant la politique culturelle exacte qu'il faut mettre en application, encore que parfois même théoriquement tout est bien fait. Le cadre institutionnel et le cadre juridique donnent à avoir envie d'aller au ciel quand on a parcouru tous ces gros documents-là. Mais au niveau de l'application, vraiment, on a souvent de la peine à comprendre qu'il y a un détachement. Il y a tout un gouffre, un gap entre ce qui est dit et écrit, n'est-ce pas, et beau entendre et avoir, lire, et ce qui est fait concrètement sur le terrain. Et parfois, à un moment donné, chacun rentre dans une direction qui n'a rien à voir avec la loi. Donc, Martial parlait tout à l'heure de la problématique autour des droits d'auteur. On ne peut pas effectivement faire nous remettre, nous les artistes, par exemple, rien qu'autour de cette affaire. Encore que, quand ils viennent à reprocher les gens aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui ont souvent imposé nos dirigeants, nos gérants d'aujourd'hui à se mettre là. Pourquoi? Parce qu'ils ont des intérêts à ce qu'un certain groupe gère les droits d'auteur dans telle ou telle société aujourd'hui, un autre va gérer là-bas en fonction de tel autre ministre qui va arriver, et ainsi de suite. Ils ont mis souvent des incompétents, il faut le dire, n'est-ce pas? Et ils n'ont jamais associé des sachants en tant que tels. Donc, on ne peut pas, à partir de, par métonymie, comme ça, la lire un groupuscule d'artistes incapables, incompétents, n'est-ce pas, pas du tout intègres, n'est-ce pas, et qui s'arrangent à titiller tout le monde, à insulter tout le monde à travers les plateaux, comme si c'était une affaire de tout le monde. Non, ils n'ont jamais fait le casting qu'il fallait. Ça, c'était pour répondre à la préoccupation. Mais maintenant, la RECAN, statut de l'artiste, je crois que la problématique fondamentale que vous avez commencé à poser, j'ai bien apprécié votre agencement parce qu'on a commencé à écouter les journalistes culturels du réseau
n'est-ce pas, s'investir dans des commentaires pour nous donner un peu de lumière, tant mieux, ça fait un peu un reflet. Les RECAN aujourd'hui, rendus à la 4e édition, les particularités de toute cette grande organisation, c'est que nous allons tabler sur 3 semaines pratiquement. Oui. Nous y serons chaque jour. L'autre originalité, c'est que, 23 pôles, effectivement, ont été créés. Cela donne déjà une petite visibilité à une répartition. Vous savez qu'à un moment donné, le gouvernement de la République a eu à mettre en avant environ 234 communautés culturelles. À un autre moment, c'était 4 grands pôles culturels au Cameroun, le Grassfield, le Septentrion, le littoral et la zone du Grand Sud centre Bantou. À un autre moment, c'est tourné du côté des ethnies, du nombre 238, 240 parfois, enfin en fonction des statistiques. À un autre moment, le référentiel, c'était la langue. Bon, finalement, à un autre moment, même le référentiel, parfois, c'est les 4 corporations. Là, t'as dit que non, on a recoupé la SCAP, photo, télévision, audiovisuel. De l'autre côté, c'est les arts pratiques. Là-bas, c'est la littérature. Bon, on ne sait même plus finalement. C'est pour ça que votre question est fondamentale. Qui donc est artiste, qui ne l'est pas? En fonction de quoi? En fonction de la loi de 2003 ou de 2013 qui rapporte des informations sur le patrimoine culturel national. Attention, puisqu'on dit art et culture, et c'est la problématique. Qu'est-ce qui est art, qu'est-ce qui est culturel? Qu'est-ce qui est audiovisuel, qu'est-ce qui est cinéma? Vous voyez? Donc, on a un problème fondamental dans ce pays. Encore comme moi, je ne suis pas d'accord avec la dénomination des rentrées culturelles. On ne rentre pas pendant 3 semaines. Et puis, si d'aventure, on rentre, nos parchemins, c'est quand? Le point de chute, c'est quand? Le premier trimestre, c'est quand? Quand les enfants vont à l'école, n'est-ce pas? Ils prennent leur congé et puis on voit comment tout est bien organisé. Et en fin d'année, académique ou scolaire, on sait que, voilà, on a mis terme et puis ça se passe comme ça. Le ministère de l'Éducation, des enseignements secondaires ou alors de l'enseignement supérieur, n'est-ce pas, rend un programme planning bien connu défini à l'avance. Et on sait sur quoi on nous juge ou pas. Et l'enfant qui a échoué, c'est pourquoi elle a échoué. Bon, ici, chez nous, tout le monde réussit avec succès. Tout le monde échoue avec succès aussi. On ne sait même pas qui a échoué, parce que tout le monde est content. Et effectivement, tout le monde danse et chante. Les problématiques de fond. Quand il y a eu on nous appelle bientôt à aller au grand dialogue national, c'est ce que quelqu'un posait ici comme problématique. Est-ce qu'au terme de tout cela, on aura des représentants qui puissent valablement nous représenter ce grand rendez-vous de fin de mois? Voilà des choses fondamentales. Bon. Alors, qui est donc artiste? Qui ne l'est pas? Quand j'ai dit que les 4 pôles, les 234, les ethnies, la langue et tout, maintenant aujourd'hui c'est 23 pôles. Il y a un problème fondamental. Il faudra donc que le ministre s'asseye avec tous ces leaders que lui-même il a choisi. Parce que ceux qui sont là-bas ont été choisis. On ne les a pas votés, on n'était pas en assemblée, dit allez nous représenter là-bas. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez que nous autres nous disions? Nous qui parlons régulièrement dans les radios, qui nous frottons vraiment la chose culturelle au quotidien, qui sommes sur le terrain. Puisqu'il y a des gens qui sont chargés de représenter les artistes tous les jours, en fonction de la personnalité du ministre, en fonction de ses orientations idéologiques, politiques et autres. Au moment où, à l'heure actuelle, le politique va tirer son épingle de jeu, parce que c'est un jeu de cache-cache. Politiquement, est-il leur épingle de jeu? Financièrement, est-il leur épingle de jeu? Parce que on va justifier certaines lignes budgétaires. Maintenant, les artistes doivent chercher à gagner dans cette affaire-là, n'est-ce pas? Ils vont gagner en quoi? C'est-à-dire parce qu'on leur donne d'être ensemble, c'est déjà ça, de réfléchir, c'est déjà ça. Et maintenant, au terme de cela, c'est à eux-mêmes de s'organiser. On est créateur d'une œuvre de l'esprit, on devient artiste. Mais on ne peut pas être artiste parce qu'on a créé une œuvre de l'esprit seulement. C'est-à-dire que la maîtrise d'un art, j'ajoute, d'un savoir, d'une technique, n'est-ce pas, vous donne le titre d'artiste. Ça, c'est encore dans les coulisses au quartier. Parce que vous avez terminé de créer, vous êtes imprimé, vous êtes artiste là-bas, mais on ne vous reconnaît pas encore. Alors, vous êtes artiste parce que, à travers votre œuvre créée, avec son originalité, mais à intention, à visée esthétique. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, le fait de la
créativité, de l'imagination doit être mise en avant. Parce que tout ce qui est factuel, tout ce qui est mécanique et autres, n'est pas du ressort de l'art. Vous comprenez? Bon, maintenant, on réfléchit et on monte donc à un niveau où la reconnaissance doit s'asseoir à sa place. Qui doit reconnaître que tel pygmée de là-bas, parce qu'en fait, vous croyez que tout le monde a été modernisé, parce que c'est des minorités, et il y a des artistes, n'est-ce pas, qui sont dans des villages, mais dont on ne peut pas reconnaître le statut d'artiste. D'accord. Vous êtes... Attendez, le statut, sociologiquement, c'est la position qu'un individu occupe dans la société. Ça, c'est le volet sociologique de l'affaire. Maintenant, le statut tel que vous voulez le mettre en avant, là, le statut social, oui, peut-être dans un sens. Le statut professionnel, ça aussi, c'est un autre débat. Et tous ces concepts-là doivent avoir un contenu sémantique bien affiné. Malheureusement, tout le monde dit tout et n'importe comment. Parfois, même les institutionnels se mêlent les pattes, les pédales. Donc, à partir de ce moment-là, le ministère a commencé à nous enregistrer par corporation. On a dit les titulaires des droits voisins, les titulaires de tel à les titres. Mais si eux reconnaissent déjà là-bas, et même au ministère, à la délégation du centre, du ministère des Arts et de la Culture, vous avez là-bas, on vous produit un document, attestation d'artiste, sur la base de quoi? Parce qu'on a vu vos photos de danse et autres. Donc, c'est toute cette problématique que vous posez, mais ça passe par quoi? Ça passe par le législatif. Mais est-ce qu'avant que ça en arrive là-bas, il faut que les gens aient réfléchi? Qui doit non réfléchir? Parce qu'en fait, quelqu'un parlait de la CNPS, il faudra en tant que définir, là c'est le droit du travail. Le ministère de la Sécurité sociale doit intervenir. Il faudra que les organismes de gestion collective interviennent parce que d'une manière ou d'une autre, ils peuvent jouer le rôle de courroie de transmission parce que l'artiste ne va pas prendre son argent, aller déposer par exemple à la caisse de prévoyance sociale. Donc c'est l'association de tous ces... Vous voyez que pour répondre à une préoccupation comme celle-là, les auditeurs, tant pis pour eux, ils ne sauront jamais même qui artiste qui n'est pas. Alors, c'est pour vous dire que vous, justement, quand nous voulons en parler aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce qu'on dit tout le temps, tel artiste, tel n'est pas artiste, tel artiste d'État, parce qu'il y a même des concepts nouveaux. Tel artiste d'État. C'est-à-dire que, bon, celui qui chante beaucoup, peut-être pour le qui est invité régulièrement ou bien au palais de l'unité, est artiste d'État. Les autres ne doivent même pas parler. Et puis, bon, enfin... Alors, maintenant, Rona, est-ce que vous avez la conviction, est-ce que vous avez la conviction, 3 semaines après, qu'on pourra avoir des explications assez claires, ou bien on va déboucher sur des résolutions sur le statut réel de l'artiste au Cameroun, encore que on les a invités tous, et peut-être pour améliorer ou assainir l'environnement, il serait davantage intéressant de définir ces modalités-là au préalable. Parce que tout le monde est invité, on ne sait pas qui est qui. Oui, c'est une grosse fête, une très belle fête. On danse beaucoup là-bas, on passe du bon temps, on rigole, c'est bien. Les artistes ont un terrain d'expression, le poisson braisé brûle, les papilles aussi, les gens se mouillent la gorge, c'est intéressant. Et surtout là, de se retrouver. Mais moi, il y a eu une plateforme de réflexion où on a associé des éminents universitaires. C'était davantage pour élaborer une vision culturelle d'ensemble au plan national. On n'a pas tenté de politiser l'affaire. Une unicité culturelle, c'était un peu ça l'objectif. Mais ça ne résout pas le problème de l'artiste. Vous voyez qu'on va partir de là sans avoir une définition réelle du statut de l'artiste. Pour avoir la définition du statut de l'artiste, il faut les institutionnels qui s'asseyent, il faut les artistes eux-mêmes, et il faut les juristes pour élaborer donc le cadrage pour constituer le contenu du statut de l'artiste. C'est un travail qu'il faut absolument faire parce que là, ça demande certains critères techniques, artistiques et tout le reste. Les experts du domaine peuvent eux-mêmes élaborer des critères pour aboutir à ce statut-là. Et maintenant que les décideurs adossent à ce statut un ensemble d'avantages qui d'abord vont motiver l'artiste à se battre pour entrer dans les critères et obtenir le sésame qui lui permettra d'avoir des bénéfices. Et maintenant, au-delà de la motivation, ce statut-là va crédibiliser davantage l'artiste camerounais, qui est quelqu'un qu'on prend un peu à la ramasse,
parce que c'est déstructuré complètement. On est dans des batailles interminables depuis 30 ans. Ça recommence des cycles. On est reparti pour un cycle ces derniers temps avec ces chamailleries entre Sonacam et la commission de contrôle, entre les autres OGC à ce niveau-là. Donc, cette rentrée culturelle me paraît davantage un grand moment de fête où on va beaucoup s'amuser. Il y aura quelques réflexions, mais les problèmes fondamentaux de l'artiste, les solutions ne sortiront pas de cette rentrée culturelle. Et ça, c'est ce qu'on n'avait pas dit aux artistes au départ. On leur a pas dit que cette rentrée ne sera pas le lieu, le terrain d'élaboration des solutions en vue de la sortie définitive ce qui est dommage, 3 du semaines, marasme c'est quand des même artistes. beaucoup. Donc ça fait que finalement, au finish, 3 semaines, c'est bien pour s'amuser, mais après cela, je crois que comme c'est la rentrée, on s'amuse un peu, parce que les élèves, lorsqu'ils se retrouvent à la cour de récréation, à la rentrée, c'est des embrassades, on se raconte un peu les vacances, c'est un peu ça, c'est à quoi vont servir les 3 semaines, mais je me dis, et je souhaite que après les 3 semaines, lorsque les cours vont vraiment commencer, dans cette année culturelle qui a démarré, on va donc mettre au menu ces réflexions-là qui permettront qu'à la fin de l'année culturelle, qu'il y ait un diplôme qui s'appelle statut de l'artiste. Alors Gérard Nguélé, peut-être c'est mieux structuré dans le secteur de l'audiovisuel parce que vous ne souhaitez pas trop qu'on parle de cinéma. Qui est donc finalement réalisateur? Est-ce que c'est celui qui est formé, qui est acteur? Est-ce que c'est celui qui est formé, celui qui est humoriste? En réalité, est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui avoir des modalités claires sur ces questions-là? C'est pas tout le monde qui va prendre une caméra, c'est pas tout le monde qui va jouer devant la caméra. Peut-être il faudrait établir tout cela, une formation, peut-être le statut de celui qui travaille dans ce secteur-là, ainsi que dans d'autres secteurs de l'art. Alors c'est tout le vœu qu'on peut émettre à ce jour. Je le disais, je suis de ceux qui accusent vraiment de manière formelle les pouvoirs publics parce qu'il est très simple de pouvoir faire un benchmarking entre ce qui se passe ailleurs et ce qu'on pourrait faire chez nous. Dans le système français, par exemple, ce sont des questions qui sont clairement résolues depuis de très longues années. C'est-à-dire qu'il y a eu pendant très longtemps ce qu'on a appelé la carte professionnelle. C'est-à-dire que vous êtes professionnel, pour rester dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel, vous êtes professionnel du cinéma, vous avez une carte qui prouve ça et la délivrance de cette carte est cautionnée à un certain nombre de conditions. C'est-à-dire, est-ce que vous avez fait une formation, vous avez fait tel nombre de films qui sont sortis en salle, etc. etc. Oui. Et au-delà de la carte, il y a un certain nombre d'autres avantages. C'est-à-dire que le gouvernement, enfin les pouvoirs publics, vous devez pouvoir dans votre film bénéficier des soutiens publics, vous devez pouvoir justifier que dans ces films-là, vous travaillez avec des gens qui sont titulaires de cette carte professionnelle. Alors si on se dit simplement, on va faire une délimitation pour délivrer des cadres professionnels et que ça s'arrête là, je ne vois pas ce que ça apporterait. Il faut que la réflexion aille au-delà. Une fois qu'on se dit, voici qui est qui, et en fonction de qui est qui, voilà par où on continue, là ça commence à faire sens. Mais si on s'arrête simplement à dire, bon, vous êtes réalisateur, vous êtes technicien de son, et qu'on s'arrête là, à mon avis, on n'aura rien résolu du tout. Mais quand même, il est important de commencer la réflexion en se disant, oui, quel dispositif on met en place pour décider de qui fait quoi, de qui est qui. Je pense que pour ne pas être très ambitieux, si pour une première rentrée, pour une première année, on arrive au bout avec le diplôme qui se dit tel appartient à telle catégorie, pour avoir fait telle formation, pour avoir fait tel nombre de films, pour avoir justifié de telle expérience, on aura déjà fait un pas de géant. Ce qui veut donc dire que c'est l'amateurisme qui plombe
parfois l'expansion de plusieurs secteurs artistiques. C'est ce que j'ai dit quand on a démarré cette base, c'est-à-dire que les gens même qui sont qualifiés ont beaucoup de mal, vu l'environnement, à se lancer, à faire des choses, parce qu'ils ne veulent pas faire des choses approximatives. Donc, ce sont ceux-là que j'ai appelé les opportunistes. Quand eux, ils arrivent, ils font des choses qui sont diffusées par certaines chaînes de télévision qui adoubent même les plus médiocres des œuvres. On se retrouve dans la confusion la plus totale, la plus absolue. Alors, plusieurs imaginent qu'il faut aujourd'hui assainir le secteur. Il faut éloigner ceux qui débarquent là par infraction, ou bien qui s'arrogent des titres qu'ils ne méritent malheureusement pas. Comment on procède pour réussir à identifier les bons et ceux qui sont là juste par opportunisme, comme on l'a dit? Les métiers des arts et la culture ne trompent pas. Si vous avez du talent, vous l'avez. Il y a plusieurs manières de faire l'école. Donc, vous pouvez le faire dans le tas. Donc on parle de design. Vous n'allez pas atterrir en tapant les casseroles et dire non, vous avez le talent, certain, de peut-être faire de la musique, vous avez le talent de peut-être bien faire l'art culinaire, mais on vous dira pour arriver justement au niveau de tel niveau, de tel maître, voilà ce qu'il faut faire. Il faut une certification en quelque sorte. Mais bien sûr, vous pouvez avoir été... Il faut qu'on se dise que l'opération du ministère est une opération de charme qui met l'an. On pouvait l'exposer en 3-4 jours, on aura fait quelque chose de plus simple. Mais je crois que dans la pédagogie, ils ont estimé qu'il fallait aller à ce niveau. Mais ce n'est pas ça qui confère en réalité le statut. Il y a plusieurs manières d'être un professionnel. Vous faites une école formelle et vous continuez à travailler. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez été dans une bonne école de réalisation que si vous ne faites pas des films, vous êtes absolument... Non, on attend, au-delà de cette formation, d'autres choses qui s'appliquent. Jean Guélet disait tout à l'heure que on vous décerne une carte professionnelle à l'issue d'un certain nombre de faits d'armes. Il y en a qui ont des diplômes des écoles qui n'ont jamais rien fait. Et à quoi leur a servi cette carte professionnelle, alors qu'une fois sortis de l'école, ils sont allés faire la comptabilité ou ils sont allés faire d'autres choses. Donc, il y a des écoles, l'école du formel, l'école du temps, qui, à l'issue de cette formation, vous confère une certaine qualification, laquelle est donc adoubée par des professionnels. Alors, lorsqu'on aura donc réussi à légiférer cela, en disant, OK, quand vous êtes dans une fédération, dans votre sous-démembrement de réalisateur de scénariste, on attendrait peut-être que vous ayez fait vous ayez écrit une belle histoire, 3 belles histoires qui auront été retenues dans peut-être 3 longs métrages. Cela vous confère un statut de scénariste avec une carte professionnelle. Vous commencez à challenger pour cela. Et à partir de là, vous avez, et ça c'est important, ce point important, il faudrait qu'on définisse véritablement à quoi va servir tout ce travail qui se fait. Est-ce que les pouvoirs publics vont définir aujourd'hui des moyens précis de subvention pour accompagner tout ce travail? Il faudrait donc dire peut-être que chaque année, comme on l'a souvent dit, effectivement, il y a 1 milliard qui est mis pour le développement des arts et de la culture, et que c'est 1 milliard, c'est peut-être par trimestre, on aura droit à 300-400 millions de francs et ne sont éligibles que. À partir de là, vous voyez très bien que pour postuler, il faut avoir un statut. Il faut être adoubé par... Il y a des mécanismes qui vont se définir clairement et vous n'allez pas entrer là par infraction, parce que quand vous aurez traversé tout cet ami, vous-même vous verrez que mon statut reconnu me donne naturellement droit à ceci, et si je n'ai pas de statut, je n'ai pas droit. Et Gérard Nguélé le disait tout à l'heure, si vous avez une carte professionnelle, le professionnel qui a eu des pouvoirs publics 20, 30, 50 millions pour faire son film n'ira pas chercher un amateur quartier pour cela. Il sait qu'il y a quand même des gens qualifiés, il faut les utiliser. Donc, c'est à partir de ce moment, mais c'est pas parce que, pour sortir, c'est pas parce que vous participez à la saison, au lancement de la rentrée culturelle, que vous êtes un artiste. Vous pouvez avoir, mais être artiste va au-delà de la foi et de l'expression
qu'on nous présente à ce moment. C'est vrai que tout à l'heure, je n'ai pas posé la question à Gérard Nguélé. Est-ce que vous êtes également concerné? Parce qu'aujourd'hui, quand même, c'est la journée cinématographique et audiovisuelle au niveau de la RECAN. Je ne sais pas si vous avez été approché. Vous êtes quand même un visage connu de cet univers-là. Non, j'essaie d'être... je me marginalise moi-même. C'est-à-dire que mon âge ne me permet plus de m'engager dans les choses pour lesquelles je ne suis pas convaincu ou que je ne comprends pas. En l'occurrence, celle-ci, je n'ai pas eu le temps de la comprendre. Donc, j'ai fait un tour. Ça m'a fait plaisir de revoir des collègues. Mais ce n'est pas aller au-delà de ça. Ce n'est pas pour dire que ça ne vaut rien. Non, comme je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, je ne peux pas apprécier et je ne peux pas savoir qu'est-ce que je peux apporter pour que la construction soit plus effective. Où est-ce que vous percevez l'incompréhension dans ce qui est fait aujourd'hui? On aurait peut-être pu aller un peu plus loin dans la démarche, même au niveau de l'organisation. Alors, pour être tout à fait honnête, je ne veux pas accuser des gens. Moi, j'ai manqué un peu de temps ces jours-ci pour être vraiment au parfum de l'information. D'accord. J'ai reçu beaucoup d'annonces, beaucoup d'informations qui ont circulé et que je n'ai pas toujours eu le temps de lire en profondeur, de comprendre. Donc, mon attitude, ce n'est pas par jugement à ce qui se fait, mais c'est davantage par exigence vis-à-vis de mes propres convictions et de ma position. Alors, Don Compadre, peut-être avant de prendre, parce que j'imagine bien que le week-end, vous aimez sortir et vous balader un tout petit peu. Tout à l'heure, on va prendre l'agenda culturel, les bons points du week-end. Alors, finalement, sur le statut, on ne peut pas attendre grand-chose finalement. 3 semaines, non. On va dévier les sujets. On n'en parlera pas beaucoup. Mais il faut aller voir ce qui se cachait derrière la tête des organisateurs. Les visées, c'était quoi? Parce que vous posez le problème de statut comme si c'était ça. Donc, en réalité, il fallait qu'on soit assez en fait, fixé. moi, si je comprends bien la philosophie qui sous-tend cette organisation, c'est quoi? C'est que on voudrait amener les artistes à se prendre en main, à se mettre ensemble. Oui. Ouais. C'est-à-dire que bon, c'est une façon de passer 3 semaines pendant que vous y êtes. Vous apprenez à vous connaître, à refaire un peu les amitiés, n'est-ce pas, à déterrer les haches de guerre, surtout dans le bord musical. Et à réfléchir, à échanger entre vous. Et on vous donne la responsabilité parce que les facilitateurs, n'est-ce pas, possédant du ministère des Arts et de la Culture, qui vous coiffent, mais ils sont là justement pour, si d'aventure vous avez un problème particulier de compréhension ou bien de dysfonctionnement, ils vont voir rencontrer facilement le ministre, n'est-ce pas? Enfin, disons, ils repartent au ministère et on résout votre problème. Mais les artistes eux-mêmes, à eux, on leur a donné à chaque pôle, je crois, 1 500 000 francs. C'est vrai que la mission dit que rien qu'une seule prestation pour un seul individu, c'est-à-dire 1 500 000. Ça, c'est un autre débat. Donc, c'est pour vous dire que, à la vérité, c'est pour ça que moi, j'ai lancé un appel aux artistes, aux créateurs eux-mêmes de s'approprier cette affaire-là. C'est-à-dire ne pas seulement voir passer le volet politique de la chose. C'est du ressort, parce que vous allez voir là-bas, vraiment, tout est mis en œuvre pour que la situation soit celle-là. Bon, au niveau financier, on sait aussi comment ça fonctionne. Mais maintenant, on vous donne les responsabilités. Parce que ce sont eux qui proposent, qui appellent même les sponsors et autres. J'avais un petit détail, là, comme on parlait de poser la préoccupation par rapport au statut d'artiste. Il y a une autre problématique là. On a parlé des diffuseurs. Là, M. Nguélé parlait des diffuseurs, des éclairagistes, je crois aussi. Bon, naturellement, les metteurs en scène, ils sont à calé-fouchon entre, parfois, du côté du droit d'auteur, parfois du côté des droits voisins, parce que c'est là-bas qu'ils voulaient aussi aller réfléchir. Mais ceux-là, on parle des métiers autour de l'art, ou de l'art, n'est-ce pas? Ils ne se retrouvent ni dans le registre droit d'auteur, ni dans le registre droit voisin. Il faut pousser la réflexion de ce côté-là. Je pense le cas simple du monteur dans l'audiovisuel. On le retrouve nulle part. Hein? On le retrouve nulle part, ni dans le droit d'auteur, mais il se retrouve là-bas au ministère des Arts et de la Culture. Voilà un problème. Est-ce que c'est le ministère... Attendez. Je vous assure, c'est la sorcellerie qui se passe. C'est-à-dire que
Ni dans, il en est de l'éclairagiste, du monteur, ils sont nombreux là. Bon, bon, le metteur en scène, lui, il a calé Fouchon, il est de temps en temps là-bas, Bon, maintenant, il y a, bon, je vous assure que c'est compliqué cette affaire. Alors, c'est vrai que M. Gérard Guélé voulait rebondir sur la. Oui, peut-être que. Avant Martial Oui, Guéa. parce que moi, je suis sérieux là. Allez-y. Non, je comprends votre préoccupation, mais de manière globale, la question du droit d'auteur est une question très mal perçue au Cameroun. Cela explique peut-être les dérives dans lesquelles on se retrouve aujourd'hui. Mais pour répondre précisément à votre préoccupation, il y a dans la chaîne de production des gens qui ne sont pas des auteurs, parce que le Code de la propriété intellectuelle reconnaît essentiellement 4 catégories d'auteurs dans le cinéma, enfin dans l'audiovisuel ou le cinéma. L'adaptateur, le scénariste, le dialoguiste et le réalisateur. Très bien. On peut y ajouter le compositeur de musique et dans certaines mesures l'auteur de l'œuvre. Non, laissons même là-bas, dans l'audiovisuel directement. Là, voilà, bon. voilà. Bon, Donc, maintenant, dans mon contexte des droits voisins, je réclame d'avoir une information à ce propos. Parce que le monteur ne se retrouve pas non plus de ce côté. Non, le monteur n'est pas un créateur. Bon, mais il se retrouve au ministère comme artiste. C'est ça ma problématique. Il est simplement un technicien. Qu'est-ce qu'il fout donc là-bas? Peut-être il intervient dans non, mais attention, la chaîne de production. Donc, il faut donc arranger ces petites incongruités-là. Parce que, en fait, moi je vous dis, je suis quelqu'un du terrain. Que ce soit dans le droit d'auteur, que ce soit dans les droits voisins, que ce soit même dans le monde de l'audiovisuel en tant que... Bon, je ne vais pas décliner certaines autres casquettes ici. Là. Bon, maintenant, je ne me retrouve pas. Bon, alors, il faut donc convoquer l'OIT, ou alors convoquer le Code du travail, ou convoquer tout un autre ministère en dehors du ministère des Arts et de la Culture. Pourtant, il est là-bas, sur le couvert du ministère des Arts et de la Culture, qui n'a rien à voir avec lui, à quelque niveau que ce soit. Donc, il faut faire très attention. C'est pour vous dire que, au-delà de la danse, des ambiances carnavalesques, qui ont droit de citer de ce côté-là, n'est-ce pas, au-delà de la quête du gombo pour certains, il faudrait donc que la réflexion, n'est-ce pas, arrive à un bon niveau. Oui. Mais qui va réfléchir dès lors que vous devenez malléable à souhait? Vous prenez vos amis au quartier, vous prenez, et puis en fin de compte, vous retrouvez... Dites que le casting n'a pas été bien mené, peut-être? Non, je ne veux pas aller plus loin que cela, mais je dis que, à la vérité, nous posons des problématiques de fond ici, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr que... Moi, j'ai réclamé, j'ai demandé à ce qu'on me donne la parole de ce côté-là, mais on m'a réservé une fin de non-recevoir. Qui va donc parler pour dire quoi? Pendant que nous sommes sur le terrain, nous voyons comment, nous sommes avec les artistes, nous voyons comment ça souffre, mais ceux qui ne sont pas avec la souffrance parlent à la place de ceux qui souffrent. Il y a un problème. Il y a un problème. On parle de quoi là? Alors, il faut quand même... je comprends, mais ce qui se passe est clair. C'est pas le gouvernement, c'est pas le ministère des Arts et de la Culture qui a choisi les intervenants par les thématiques. C'est à l'intérieur des fédérations que tout cela se passe. Ce n'est pas encore des fédérations, c'est non, je vous c'est dis... une instance, nous sommes en pleine gestation. Donc, compadre, je vous en prie. S'il y a 23 galeries, elles représentent les 23 potentielles fédérations dont les travaux se sont passés en amont et dont on a choisi, je ne sais pas par quel mécanisme, des coordonnateurs. Et c'est à l'issue de ces consultations qu'on en est arrivé à cela. Donc, globalement, on est arrivé donc, à dire, peut-être pour rentrer effectivement dans sous le regard de Don Compatré, c'est qu'à un moment, on a unilatéralement choisi des coordonnateurs qui maintenant, par fédération, qui maintenant ont fait une espèce de translation à la rentrée culturelle et sont devenus comme une espèce de pôle centraux autour desquels l'activité dans chaque fédération s'est greffée. Mais non, en termes de thématique, il y a eu une thématique centrale sur le vivre ensemble, les arts de la culture. Et voilà. Et chaque fédération a trouvé donc, et je m'en offusquais dans une chronique il y a 2-3 jours où je disais comment est-ce qu'il n'y avait que professeurs, docteurs d'université dans les arts littéraires pour parler de la problématique de la littérature par rapport au vivre ensemble. On m'a dit,
probablement ils ont fait leur choix. Alors moi je trouvais ça relativement marginal, mais c'est à l'intérieur de ces galeries, de ces fédérations que tout cela s'est joué. D'accord, c'est même pas une rentrée culturelle, ça n'a pas de sens. Permettez d'un compadre. Le concept de rentrée culturelle, on n'a plus assez de temps. Bertrand, on n'a pas dit un mot justement sur la question. Le domaine de définition, on n'a plus assez de temps. Bertrand, vous prenez la parole. Oui, c'est vrai qu'on ne sera pas forcément d'accord avec la formule choisie par le ministère des Arts et de la Culture, mais reconnaissons quand même au corps défendant de ce ministère qu'il a pensé quand même à faire quelque chose. Là c'est bien, ouais, ça c'est clair. Ils ont pensé à faire quelque chose. Maintenant, il faut aller au-delà. Aller au-delà, c'est mener une vraie réflexion dans un cadre approprié pour sortir de là avec un premier résultat qui sera, de mon point de vue, très important, sur la base duquel on pourra désormais définir, et ce sera même facile pour les OGC par la suite. Il faut que le ministère prenne à bras le corps ce problème du statut de l'artiste. Dès qu'on a fini des plateformes de réflexion, que l'année culturelle qui démarre, qu'on fasse une vraie réflexion pour accoucher ce diplôme qui sera le statut de l'artiste. Raïssa Moko, bonjour. L'agenda du jour. Congrès info culturel, l'agenda du week-end. Jean-Jacques Foucault, bonjour. Bonjour à tous. Le week-end s'annonce artistiquement mouvementé. Le cabaret Lola, situé au quartier Yassa, à Douala, va vibrer ce soir au rythme de l'amour. Vive l'amour. Je te parle, tu me parles. On se comprend des mi-mots. Je te regarde, tu me regardes. Les yeux pleins d'amour. Le chanteur de charme, le roi Polo 18, donne un concert live dès 20h au plaisir des habitués du beau. Il en profitera pour présenter son tout nouveau titre, Méfie-toi des gens. Et toujours ce samedi, la cathédrale orthodoxe Bastos à Yaoundé ouvre ses portes au grand public à l'occasion des fêtes de l'exaltation de la Sainte Croix et celle de Notre-Dame des Sept Douleurs. Un grand instant de musique religieuse est prévu à 18h. Et Grace Limunga Mokake, bon après-midi. Good afternoon, Jean-Jacques. Comment ça va cet après-midi? I'm doing well, and you? Ah ben ça va bien, ça va bien. C'est le jour de mon anniversaire. Je pensais que tu allais. Je pensais, mais ça va, c'est pas grave. Happy birthday, Jean-Jacques. C'est pas bien grave. Many more years.